Où en sommes-nous de la fin des temps? C'est le titre de la dernière publication d'Atlantis, numéro 364 de l'hiver 91, 64e année d'existence. Et c'est un numéro dans lequel on va trouver de Phileas Lebesgue des réflexions sur le temps présent. Qui date d'il y a 50 ans. Voilà, c'est la reprise. Mais qui sont tellement d'actualité que... René Marlière, verso 90, où le diable par la queue, A-Q-U-E-U-X, on dirait du Sanders. Ah que oui, Vlaicu Ionescu, les soubresauts du communisme prophétisés par Nostradamus. Alors j'aime bien parler de Vlaicu Ionescu parce que dès que je parle de Vlaicu Ionescu, il y a les amis de l'autre qui chargent en disant pas du tout, c'est pas sérieux comme interprétation de Nostradamus. Et dès que je parle de Fonbrune, les amis de Ionescu disent mais comment pouvez-vous évoquer ce farceur? Et qu'on parle de Ionescu ou de Fonbrune, il y a les troisièmes qui sont des amis de je sais plus qui montent aussi au filet en disant mais ces deux gens foutres n'ont rien compris à Nostradamus. C'est très amusant. Donc là, il y a un bon papier de Ionescu, je vous le dis, les soubresauts du communisme prophétisés par Nostradamus. Et s'il y avait un papier de Fonbrune, je le dirais, mais il n'y en a pas. Jean Faure, la trompette de l'Apocalypse, de la grande doriphorie au jour de Yahvé. Alors, si vous ne connaissez pas Jean Faure, il y a une très bonne façon de l'approcher. C'est de lire dans Minute la France l'interview que a faite de Jean Faure mon excellent camarade Nicolas Bonal. Elle est tout à fait intéressante, c'est une bonne façon d'aborder Jean Faure. Je crois que Jean Faure a collaboré également avec Barbanegra, je crois, pour ses courts-métrages. Oui. C'est lui qui faisait les scénarios. Il a plus collaboré, il est l'auteur en réalité. Il est l'auteur. Il n'a pas la caméra, mais enfin, disons qu'il a fait le... Mais c'est lui qui a d'ailleurs donné l'idée à Paul Barbanegra à l'occasion des visites conférences qu'il faisait dans le parc de Versailles. C'est un travail admirable. Il faut voir Versailles, il faut voir le Mont-Saint-Michel, Reims, Paris, tout. Enfin, c'est extraordinaire. Ensuite, il y a un article d'Henri Durenbach, Les apparitions mariales de Beyrouth, sujet passionnant. Claude Jourdan, Irak et Koweït, alors là on est en plein dans l'actualité. Eugène Cancelier, brève réflexion sur le mystère des cycles, qui n'a rien à voir avec le Tour de France, bien entendu. Lucien Carny, à propos des armoiries de Nostradamus, aperçu en bref sur les livres, les hommes et les idées, et nos réunions, c'est toute la liste des réunions d'Atlantis. Bien. Alors, Jacques Darès, on peut lire Atlantis, ou on se nous de la fin des temps, mais on pourrait peut-être parler du sujet aussi dans le micro. Alors, est-ce que l'expérience que vous avez de ces questions, est-ce que la connaissance que vous avez des textes vous inscrit au nombre de ceux qui pensent que, effectivement, ça sent le brûler, ou est-ce que vous croyez que c'est encore un peu tôt? Eh bien, c'est-à-dire que si j'étais normand, je vous répondrais oui et non, en ce sens que ça sent le brûler depuis déjà pas mal d'années, et même pas mal de décennies, mais que effectivement les choses se précipitent grandement. Pour se comprendre, c'est d'ailleurs très amusant parce que ce titre que nous avons donné à ce numéro, nous l'avons envisagé au mois de mai dernier, alors qu'il n'était pas du tout question de la guerre du Golfe. Bon. Et sauf dans le livre de Jean Faure. C'est-à-dire que, si vous voulez, le point de départ de tous ces travaux, Jean Faure vous le dirait, c'est notamment toutes les lectures qu'il a faites de René Guénon et de Paul Lecourt. Deux hommes qui n'ont passé leur vie à se chamailler et qui en fait étaient parfaitement complémentaires l'un de l'autre. Et personnellement, je me suis intéressé à l'ensemble des traditions et des civilisations pour les comparer. Et c'est ainsi que pendant 12 ans, j'ai donné un cours d'histoire comparée des religions. Et je veux dire, ça m'a éclairé considérablement. Là-dessus, m'occupant déjà de la revue Atlantis, je découvre Jean Faure tout à fait par hasard, à dire vrai. Mais comme chacun sait, le hasard n'existe pas. Et nous collaborons, voilà, je crois, 28 ans que nous collaborons ensemble. Et un jour, nous avons décidé de faire 4 numéros de notre revue sur les cycles de l'histoire, à travers tous les aspects. Nous avons établi le plan ensemble. Il y avait la collaboration de 5 ou 6 personnes, mais la principale collaboration était incontestablement de Jean Faure, le résultat de ses réflexions à l'époque déjà de 10 ou 15 ans. Le temps a passé depuis, ceci se passait il y a 20 ans, pratiquement,
Et en somme, l'autre point de départ a été le livre de Paul Lecourt, L'ère du Verseau. Ce livre est sorti en 1937 pour la première fois, et c'est Paul Lecourt qui, le premier en 1930, s'est intéressé à un phénomène d'ordre scientifique, incontestable, qui est la précession des équinoxes, le troisième mouvement de la Terre autour du Soleil. Et il s'est rendu compte que le Soleil passait à travers les 12 constellations du zodiaque dans un mouvement rétrograde, et qu'il mettait environ 2160 ans à passer d'une constellation à une autre, et qu'il y avait donc là un cycle énorme de 25 920 ans. Et quand on rapproche cette idée, qui est incontestable sur le plan astronomique, la précession des équinoxes a été découverte et mise en équation, si je puis dire, par Hipparque, 2e siècle avant notre ère, mais on est à peu près certain, pour quantité de raisons, que même les Égyptiens, 2000 ans avant Jésus-Christ, connaissaient déjà le phénomène de la précession des équinoxes. Et c'est ce qui a motivé d'ailleurs leur dieu, qui changeait, symboliquement parlant, on est passé ainsi des dieux du taureau, en gros, dans les civilisations entre moins 4000 et moins 2000, et puis du bélier ensuite. Et comme par hasard, le soleil est entré dans la constellation des poissons, dans le signe des poissons, au début de notre ère. Oui, c'est amusant d'ailleurs de voir que... Les chrétiens sont représentés par des poissons, etc. C'est amusant de voir que la symbolique... La symbolique. Exactement ça. Pourquoi? Parce que la symbolique, à mon avis, le symbole, c'est la mémoire de l'humanité. Surtout à l'époque où il n'y avait même pas l'écriture, et encore moins, évidemment, l'imprimerie. Et alors, ce cycle, il est très intéressant de comparer avec les autres traditions. Les hindous, par exemple, connaissent quantité de cycles. Et ils disent que notre cycle d'humanité actuel, c'est le plus court pour eux, 64 800 ans. C'est le Kali Yuga. Le Kali Yuga, c'est la fin de cet âge. Et justement, tout concourt, bon, nous n'avons pas le temps de développer le détail, il faut lire soit l'ère du Verseau de Paul Lecourt, soit le complément indispensable, le cycle de l'humanité adamique de Jean Faure, les deux édités chez Derville d'ailleurs, et pour se rendre compte de la chose. Nous sommes pratiquement justement à la fin, non seulement de l'ère des poissons, avec la transformation telle de la chrétienté que ça ne peut plus durer longtemps, mais à la fin d'un cycle, et d'un cycle complet qui correspond aux 4 âges de l'humanité, tels que, par exemple, Hésiode en a parlé dans ses travaux et les jours. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge de fer. Et nous sommes pratiquement à la fin de l'âge de fer. Au milieu de tout cela, nous avons en plus, pour conforter l'idée, toutes les prophéties de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, il suffit de relire des évangiles. Alors là, je crois qu'on pourrait demander à, c'est tout un ensemble. À Nicolas qui en a relevé quelques-unes, je crois. Oui, certainement. Vous parliez tout à l'heure des prophéties. C'est intéressant de voir que Brignot, la semaine dernière, je l'ai cité d'ailleurs, dans sa... Non, c'est pas Brignot, pardon. C'est Mathilde. Oui, je mélange parce que comme je parle tout le temps de National Hebdo, forcément, je finis par mélanger les auteurs. Donc Mathilde Cruz donnait quelques traductions de Nostradamus relative à la situation actuelle, et c'était quand même assez troublant, il faut bien dire. Oui. Il y en a. Vous avez retrouvé les textes? Non, moi j'avais pris des prédictions sur le grand monarque, mais enfin bon, on peut citer une prédiction de Saint Césaire d'Arles au VIe siècle. Elle est très importante. Le fer et le feu enserrent la Babylone de la Gaule, qui tombe dans un grand incendie noyé dans le sang, puis la seconde ville du royaume, donc Marseille, et encore une autre seront détruites. Puis une autre prédiction quelques siècles plus tard de Marie à la Salette: Paris sera brûlé et Marseille engloutie, plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre, on croira que tout sera perdu, on ne verra comme ici, on n'entendra que bruit d'armes et blasphèmes. Puis évidemment la prédiction de Fatima: la grande guerre surviendra dans la deuxième moitié du XXe siècle, du feu et de la fumée tomberont alors du ciel, et les eaux des océans se transformeront en vapeur, crachant leur écume vers le ciel, et tout ce qui est debout se renversera. Alors on a évidemment On n'est pas parti pour rigoler. Je vous rends la parole. Alors reste à savoir justement si nous en sommes encore déjà là ou non. Parce qu'en fait, il y a une chose qui est très frappante et que Jean Faure a souligné à plusieurs reprises dans d'autres numéros d'Atlantis, y compris dans ceux que nous avons consacrés à la Révolution française à l'occasion du bicentenaire. Parce que 1789 est une date, justement, c'est un point de départ
des tribulations de l'Apocalypse Oui, dans ça- lesquelles nous sommes actuellement. Jean indique bien le 25 décembre 1989 comme date clé de la grande doriphorie, Oui. c'est-à-dire de la concentration de planètes lentes. Et ce 25 décembre 1989, on a été servi, ça a été la mort de Ceausescu, l'éclatement apparent du bloc de l'Est, c'est-à-dire le début vraiment de ce qu'il est possible d'annoncer avec, quelques mois plus tard, la guerre Irak-États-Unis, et avec la possibilité d'une offensive soviétique que nos milieux ont plus ou moins deviné, quoi, par rapport à tout ce qui se passe entre l'Irak et l'Union soviétique depuis le début du conflit. Et donc, cette date, 25 décembre 1989, est vraiment un détonateur dans l'histoire, un déclencheur dans l'histoire. C'est un déclencheur exactement 200 ans après la Révolution française, et c'est un déclencheur sur le plan cyclique, parce que c'est très intéressant de ressonger. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le fameux songe du roi Nabuchodonosor et du prophète Daniel qui va l'interpréter. Cette statue qui a une tête d'or, un corps d'argent, des jambes de bronze et des pieds d'argile ou de fer. Ça correspond, symboliquement parlant, exactement aux 4 âges de l'humanité. Et il est dit que il suffira d'une chiquenaude au dernier moment, au moment de l'âge de fer, pour que l'ensemble de la statue s'écroule. Or, l'Ancien Testament parle de manière précise pour qualifier les temps qui vont suivre et d'années. Or, si vous multipliez 360 ans, un cycle, multiplié par 7, cela vous donne un certain nombre d'années. Or, on connaît parfaitement sur le plan historique la date de Nabuchodonosor. Ajoutez-y les 7 années d'années, qu'est-ce que cela vous donne? 1917. C'est-à-dire de moins 603 à 1917, qui Voilà. donne donc 2500. Regarde, ça donne 1917, qui est la première guerre mondiale, avec l'intervention des États-Unis, avec Fatima, avec la déclaration Balfour, le retour des Juifs en Palestine, possible grâce à cela, qui était justement un des signes avant-coureurs prédits dans des textes. Or, dans cette notion de cycle, il y a un nombre d'années précis qui est très symbolique, puisqu'il est même celui du rythme normal de notre cœur, c'est le nombre 72. Et si vous ajoutez 72 ans en 1917, cela vous donne 1989. Et qu'est-ce que cela vous donne au total? Cela vous donne 2590 années, c'est-à-dire exactement le 10e du temps que met le soleil pour parcourir les 12 signes du zodiaque. La tétractys pythagoricienne, le 10e, exactement. Je crois donc que c'est frappant, parce que là, nous avons affaire à des choses qui dépassent la volonté de l'homme. Le problème, il est le suivant en 2 mots. Toutes sortes de catastrophes nous sont annoncées. Nous avons éventuellement la possibilité de les éviter, encore au moins partiellement, par la prière, si nous acceptons de revenir à cette notion qui me paraît essentielle, c'est de l'homme spirituel. Or, actuellement, en Occident notamment, on a perdu pratiquement, presque définitivement, sauf quelques exceptions, fort heureusement, l'idée que l'homme soit doué de l'étincelle de l'esprit. On ramène l'homme à l'état d'un animal, pratiquement, c'est-à-dire d'un corps de chair qui est animé, qui a une âme, et puis c'est tout. La notion de l'esprit, il n'y a plus. Or, cette notion spirituelle, mais dans les faits actuels, que ce soit à tort ou à raison, que Saddam Hussein se proclame tout à coup l'homme qui veut provoquer la guerre sainte, qu'il ait été, que voudrait, qu'il ait été athée, qu'il soit provisoirement ceci, cela, ça n'a pas d'importance. Comme par hasard, chez ces peuples-là, on a encore la notion de spiritualité, même si elle est mauvaise. Je ris parce que... La notion. Tandis que chez nous, nous ne l'avons plus. Voilà. Et voilà ce qui explique le fait que l'Occident ne peut pas comprendre la mentalité des autres, et vice-versa. Bien sûr. Non, mais je riais Et tout parce en que découle. je pensais à Mitterrand faisant d'un seul coup un discours mystique en disant, bon, écoutez, tout le monde dans les églises, il faut prier. Et effectivement, ça colle pas. Or, c'est exactement ce qu'a fait Saddam. Saddam qui était un leader laïque. Exactement. Saddam Hussein qui était un leader laïque et même probablement totalement athée. Oui. D'un seul coup, il s'est dit, oups, bonne idée. Voilà. Alors, j'appelle à la djihad. Et oui, Pierre Pellissier, je vous en Vous prie. avez un hein. exemple en mai 40, où le gouvernement français est parti à Notre-Dame, Oui, toute oui, religion confondue. Absolument. Là, à l'époque, ça pouvait encore se faire. Oui, Hein ça n'a pas vraiment marché, mais je crois Non. que la Ça diversité manquait des peut-être un religions peu. présentes était peut-être pas quelque chose. Ça manquait, Oui. ça manquait peut-être un peu de conviction, parce que c'est vrai que quand les 3 premiers rangs de l'église étaient bourrés de francs-macs,
les 2 suivants de juifs, les 3 autres de musulmans, etc. Le bon Dieu, il a dû dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ils vont pas troubler les Il cartes. n'y avait pas beaucoup de musulmans. Non, il n'y avait pas beaucoup de Non, à musulmans. l'époque, non, il n'y en a pas beaucoup. Alors donc voilà, mais il y avait. On n'a plus la foi, mais on a beaucoup d'imagination, parce que finalement, on a transformé Saddam Hussein en figure littéraire, en Dr Fu Manchu. Comme le Dr Fu Manchu, il devient à peu près invisible, puisqu'on ne sait plus où il est. C'est François qui en parlait. Mabuse aussi. Oui, Dr Mabuse aussi. Hein. Comme et également, il se dédouble, donc c'est un peu. Il a des sosies. Ouais, il a des sosies. Comme l'ombre jaune. On ne sait plus qui c'est. Ouais. Il va utiliser des terroristes, et le docteur Fu Manchu utilise des thugs, vous savez, les fameux assassins, ouais, les étrangleurs hindous, et qui évoquent évidemment la secte des assassins des croisades. La déesse Kali. La déesse de la mort, la déesse noire qui est donnée Kali Yuga. Saddam Hussein est très cruel comme le docteur Fu Manchu, et alors il tue par les gaz. Or Fu Manchu tue lui par les parfums mortels qui montent à travers les plantes. Ouais, c'est l'opium du peuple. Et ensuite, bon, il utilise évidemment le fanatisme. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que d'autres écrivains que Sax Rohmer, auteur de Fu Manchu, avaient annoncé ce conflit Orient-Occident. Ça donnait le Skull Face, la nouvelle Skull Face, c'est-à-dire tête de crâne, et l'homme noir de Robert Howard. Et c'était annoncé par cet écrivain texan, donc qui s'est suicidé à 30 ans après avoir écrit une œuvre énorme, dont Conan, que nous aimons tous. Conan le barbare, ou Conan le barbare pour les gens de gauche. Pour les gens de gauche. Pour les gens de gauche. Donc ça a donné, Howard donc a pu prédire de cette manière, figurer d'une manière très très romancée, c'est le cas de dire, très romanesque, cette guerre de l'Occident contre l'Orient. Puis enfin, bon, il y a quelque chose d'étonnant chez Saddam Hussein. C'est aussi l'ubiquité, on ne sait plus où il est. Alors donc ça rejoint le plan ce dédoublement. C'est un petit peu comme dans La Dame de Shanghai, on ne sait plus trop où le situer d'un écran de télé à un autre. Finalement, il évoque un petit peu ce que Powell et Bergier annonçaient il y a 30 ans. Louis Powell, c'est Jacques Bergier, le matin des magiciens. Alors lui, c'est une espèce de magicien qui utilise à la fois des gaz, des moyens modernes, grâce entre autres évidemment au KGB, et également une espèce de terrorisme mental pour tétaniser les populations occidentales et essayer de les vaincre de cette manière. Donc c'est un personnage qui est, à défaut de susciter un réveil de la foi en Occident, au moins suscite beaucoup d'imagination dans les médias. Puisque dans Libération, on l'a appelé Saddam Alien, donc Saddam l'autre absolu, l'étranger, l'homme que l'on ne peut plus du tout connaître, quoi. Et le monstre. Ouais, il y a sur le 8e même passager sujet, des vaisseaux terre. Sur le sujet d'Alien, il y a un texte que j'avais gardé. Moi, je vais pas vous en infliger la lecture parce qu'il est d'une grande Et en plus, tu d'une l'as grande perdu. complexité. En plus, ouais. Je l'ai perdu. Mais c'est une interview de Félix Guattari, le psychiatre, donc fou comme tous les psychiatres, à 2 ou 3 exceptions près. Mais c'est une interview donc parue dans Libération sur l'autre, l'autre, l'arabe représentant l'autre. Et Guattari dit une chose qui est tout à fait intéressante, c'est que cette guerre fait changer l'autre. C'est-à-dire qu'on avait une image de l'arabe, l'Occident avait une image de l'arabe jusqu'à présent, et que l'arabe, l'Orient plutôt, avait une image de l'occidental, que ces deux images sont complètement bouleversées, et qu'on ne sait pas du tout à quoi ça va aboutir. L'image de l'occidental dans l'imaginaire des Arabes a changé, et modifiée radicalement par cette guerre, et de même, l'image de l'arabe est modifiée en profondeur dans l'imaginaire des Occidentaux, et on ne sait pas à quoi ça peut aboutir, cette opposition. Ça aboutit simplement à mettre en présence des gens qui ne se reconnaissent plus. Et bon, pour une fois que Guattari dit quelque chose d'intelligible, il ne faut pas manquer l'occasion de le citer. Et on peut renvoyer à l'éditorial d'il y a 15 jours de notre camarade Jean Ederne dans l'Idiot International, qui était pas fait de la LICRA, mais où la vision de l'autre, style discussion de café du commerce, n'est pas mal du tout. Ouais. Mais il se retrouve devant les tribunaux. Mais ce qui est intéressant sociologiquement, c'est de voir comme les médias tombent dans les pièges les plus grossiers de la propagande. C'est vraiment la propagande telle qu'on l'a connue. Ils sont la propagande. Ils sont même la propagande. On a l'impression qu'ils ne la font pas, qu'ils la subissent curieusement. Qu'aucun ne pose la question, mais pourquoi aujourd'hui on nous présente... moi j'ai pas de sympathie spéciale pour Saddam Hussein, je m'en fiche un petit peu à la limite, mais personne ne se pose la question pourquoi avant était-il formidable et pourquoi maintenant est-il ignoble. Déjà, moi je vois c'était, je crois on l'a considéré comme formidable uniquement par opposition à Khomeini en Iran. Oui, je crois que c'est pas la uniquement ça, pratiquement pour l'essentiel. C'était aussi une vision d'un État moderne et qui se débarrassait de l'islam. Voilà. Moderne et laïque qui se débarrassait de l'islam et sur lequel on espérait que l'intégrisme de l'islam ne reprendrait pas le dessus. Puis enfin, écoutez, je crois pas mais ça n'était pas un État anti-religieux.
Je ne crois pas qu'il faut sombrer dans l'angélisme. Je ne crois pas qu'il faut sombrer dans l'angélisme. Le caractère le plus sympathique de Saddam Hussein, c'était son carnet de chèques. Il a financé les partis en France, tous les partis en France, à l'exception du Front National, il faut bien le dire, puisque le Front National ne pouvait rien faire pour lui. Autrement, il aurait probablement essayé de donner de l'argent, mais ça servait à rien. Donc il n'est pas fou, Saddam Hussein. Il donne pas de l'argent aux gens qui servent à rien. Oui, sauf quand même qu'au dernier congrès du Parti Socialiste, il y avait des représentants du Parti Baas irakien qui étaient là, qui étaient au premier rang. Absolument. Deux représentants du Parti Baas qui étaient invités et qui d'ailleurs ont fait un scandale quand ils sont arrivés à Rennes, parce que les représentants du Parti Socialiste israélien étaient logés dans un meilleur hôtel. Et ils ont dit, mais voyez, vous êtes des racistes, vous nous logez dans un hôtel de seconde zone. Et lesquels représentants du Parti israélien socialiste ont refusé de rentrer dans la salle si les représentants irakiens y restaient, déjà. Ce qui a créé un peu de dissension à l'intérieur du Parti Socialiste lui-même, où plusieurs ethnies se chevauchaient. Alors, revenons quand même au cœur de cette conversation. C'est le caractère symbolique de ce qui se passe en ce moment, la force. Pierre Descaves fait son entrée dans le studio. Bonsoir Pierre. Mais Paul, tu peux rester avec nous. Hein. Donc, quand vous observez, d'une part, les travaux de gens comme vous-même, ou comme Faure, ou comme d'autres, sur la fin des temps, sur l'approche de la fin du temps, de notre temps, la fin de notre monde, n'a rien à voir avec la fin du monde, bien sûr. Voilà. Et que vous voyez en parallèle la situation internationale, est-ce que ça vous inspire une réflexion particulière? Est-ce que vous avez l'impression que tout ça a été annoncé d'une façon précise? De manière précise, certainement pas. Mais tout dépend ce qu'on met derrière le mot précis. Bon. Il y a un certain nombre d'échéances qui me paraissent à peu près inéluctables. Et voyez-vous, moi, je raisonne de la manière suivante, de manière très prosaïque, tout à fait les pieds sur la terre. Quand je constate que un certain nombre de traditions, d'une part, alliées à un certain nombre de questions d'ordre scientifique, d'autre part, provenant de traditions diverses, se recoupent les unes les autres, que, à travers cela, toutes les prédictions et prophéties dans les textes sacrés ou plus récemment dans justement les nombreuses manifestations de la Vierge Marie par exemple ou autres depuis 1830 la rue du Bac, parce que justement cela se précipite maintenant, et quand je vois que les trois quarts, quand je dis 80-85% de ce qui était annoncé est réalisé ou en cours de réalisation, je me dis, mais il n'y a aucune raison pour que la suite ne se passe pas non plus. Ou alors je suis un idiot complet. C'est ça qui me fait réfléchir. Mais pour cela, encore faut-il se donner la peine de rechercher l'ensemble de ces traditions, de rechercher la signification profonde de ces symboles, et bien entendu sans tomber dans aucune des erreurs que font certains de nos jours, où on finit par raconter n'importe quoi. Il faut en permanence se recouper et s'attacher à des traditions précises, à des textes considérés comme sacrés ou non d'ailleurs, parce que il y a tous les textes sacrés, il y a tous les autres, il y a tous les documents historiques, il faut les comparer, il faut voir le pour, il faut voir le contre, et là tout à coup on se dit « Ah ben flûte alors !» On est dans cette situation-là, et alors on s'aperçoit, si vous voulez, pour revenir au point précis, que le déroulement, notamment lorsque l'on essaie, je dis bien essaie, parce que c'est très difficile, d'interpréter l'Apocalypse de Saint Jean, qui est un très gros morceau en la circonstance. Bon. Et quand il parle des 7 sceaux qui seront brisés, des 7 anges, des 7 trompettes, etc., le nombre 7 étant un nombre symbolique, en rapport avec la création, justement, et notre monde manifesté, et que l'on voit certaines des prédictions précises, mais la transposition est presque faite. Alors, où en sommes-nous? C'est là où nous avons voulu nous poser la question. Nous ne sommes pas du tout à la fin, parce qu'il va y avoir des hauts et des bas. Cette année que Nicolas Bonal rappelait avec juste raison tout à l'heure, 1989, qui a été si essentielle avec cette doriphorie, c'est un point de départ, mais les choses vont aller très vite. Songez que Vleku Ionescu, par exemple, envisage carrément à travers Nostradamus que le règne de Gorbatchev a 9 chances sur 10 de disparaître au milieu de l'année 91 dans laquelle nous sommes. Bon. Qu'est-ce que cela provoquera? Alors, rien n'est prévu, c'est très difficile d'interpréter, mais quand on réfléchit
au cheminement, au pourquoi et au comment de tous les événements, on s'est dit, ben oui, effectivement, c'est pas impossible du tout. Nous ne savons pas s'il sera assassiné, s'il sera celui. Moi, je lui souhaite longue vie en tant qu'homme. Pour le reste, c'est un autre problème. Mais nous n'en savons rien. Il est évident que la situation dans laquelle il est au sein de l'URSS pose problème. C'est d'ailleurs peut-être pas très charitable de lui souhaiter longue vie. Non, peut-être pas. Parce qu'au surplus, étant donné certains des procédés qui sont utilisés à droite ou à gauche, on ne sait jamais ce qui va arriver. Il y avait un dessin, je crois que je l'ai déjà dit, un dessin formidable de Conque qui a été publié dans Minute la France. C'était, on voyait le camarade Gorbatchev. La question posée était, Gorbatchev, l'autorité de Gorbatchev est-elle atteinte, est-elle entamée? Et on voyait Gorbatchev en tenue de bagnard qui s'appuyait sur une pelle devant un fond de mirador et de fil de fer barbelé et qui disait, en effet, j'ai dû abandonner certaines de mes prérogatives. Alors, ouais, bah oui. Voilà. Non, il y a une autre notion qu'il faut avoir à l'esprit là-dedans, c'est ce dont parle justement Saint Jean dans l'Apocalypse, c'est cette histoire de l'Antéchrist. L'Antéchrist, les faux prophètes, les faux Christ, qui doivent se manifester avant que certains événements ne se passent. Là, ça pullule en ce moment. Exactement. Il y a une question justement. Une question sur le New Age. Ah, oui, bien sûr. Plusieurs, je vois. Que pensez-vous du New Age, nous demande vous demande. Oui, eh bien, je dois dire que en fonction le petit bout de l'émission de télé que j'ai vu hier soir, bon, c'est vraiment le melting pot, si je puis dire. On y met tout et n'importe quoi. En fait, c'est très grave, justement. Parce que c'est un des moyens des forces du mal qui se manifestent. Nous sommes à une époque, et là aussi ça a été annoncé, où les forces du mal se déchaînent, et se déchaînent encore plus vis-à-vis de tous ceux qui tentent de retrouver l'authentique tradition spirituelle de l'humanité, et notamment du christianisme. On le voit alors d'une façon extraordinaire. Mais c'est étonnant, bon, bien sûr. J'ai l'habitude de dire que, c'est pas moi qui le dis, enfin, c'est connu qu'un des principes du discernement des esprits, ça consiste à discerner le grotesque. Oui. Et il y a des moments d'un grotesque achevé qui montrent la griffe du grappin. Par exemple, dans le numéro de l'Express là qui sort aujourd'hui, il y a un papier de monsieur Yves Cuot. Bon, Yves Cuot, c'est un homme, je sais pas du tout quel est son âge, mais c'est un journaliste cinquantaine d'années, ou peut-être un peu plus, qui depuis des années est un être doué de raison, il est raisonnable, il écrit, on n'est pas d'accord avec lui toujours, peu importe, il donne un témoignage d'intelligence paisible, appliquée, etc. Conformiste, c'est évident, mais enfin, or, aujourd'hui, il publie un papier qui est un vomissement de haine absolument inimaginable. Mais c'est un hurlement de mort qui est glaçant quand on... Alors, si c'était un hystérique de la plume, un dingo, un Jean Edernalier ou un truc comme ça, on dirait, bon, après tout, ça mange pas de pain, c'est normal. Mais là, il y a une pleine page, sous la signature d'Yves Cuot, on est cul par-dessus tête. On s'est dit, c'est pas possible, ils ont imprimé un faux article, un canular. C'est absolument effrayant de haine torrentielle, de haine en fusion, c'est affolant. Ça se résume à une chose, il faut tuer Saddam Hussein. Mais ça prend quand même une page entière de l'Express pour dire cette chose. Oui. Alors, et c'est exprimé en plus sur le thème... on se fout de la morale, on se fout de la philosophie, tout ça n'a aucune importance, aucun principe n'est à recevoir, qu'il se rende, qu'il vienne implorer son pardon, la corde au cou, et en rampant n'importe, tout ça n'a aucune valeur, il faut lui écraser la tête, il faut écrabouiller la bête immonde, c'est un numéro d'hystérie. Bon, là on sent vraiment que cette guerre rend fou les gens, les rend fous furieux. Il n'y a aucun doute. Il y a un autre exemple de cette espèce de folie curieuse de la fin des temps, enfin, ou en tout cas de la présence du grappin, et qui s'est passé, alors c'est minime, ça s'est passé hier, j'ai vu ça tout à fait par hasard, en zappant dans l'émission de Chavannes. Il avait invité une comédienne qui appartient au groupe du Splendide, qui s'appelle Dominique Lavanant, qui est une bretonne, un peu genre Françoise Roset, un peu vigoureuse, comme ça, marrante et tout. Et le jeu consiste à faire une espèce de portrait de la personne en disant qu'aimez-vous et que n'aimez-vous pas. Alors elle répond à ce qu'elle n'aimait pas. Dans ce qu'elle n'aimait pas, il y avait je n'aime pas l'enfant roi,
En résumé, une bonne fessée n'a jamais tué personne. Et je n'aime pas la jeunesse qui a toujours raison, parce que les jeunes n'ont pas plus raison que les vieux. On dit toujours qu'il y a des vieux cons, dit-elle, et ben je trouve qu'il y a aussi des jeunes cons. Alors déjà, ça, ce genre de propos, le péniste, il faut bien dire, quoi, c'est pratiquement c'est du nazisme à l'état pur, ça déstabilise un peu de Chavannes. Et là-dessus, il lui dit, et qu'aimez-vous? Et alors elle cite des choses comme, bon, je sais pas, j'aime la choucroute, ou j'aime la couleur bleue, les amis, la sincérité, et elle dit, et j'aime la chapelle miraculeuse. Et là, l'autre prend ça en pleine poire, et il dit, pardon, il dit, oui, j'aime la chapelle miraculeuse, qui est une chapelle qui se trouve rue du Bac, qui est un lieu d'une extraordinaire ferveur, où du monde entier on vient prier la Sainte Vierge, et je voyais le père de Chavannes, qui se décomposait, on avait l'impression d'un diablotin, qu'on aurait attaché sur un siège pour lui balancer des seaux d'eau bénite à la figure. Sur un cierge. Et alors, il était vraiment affolé, mais ça se voyait, il avait les yeux qui boulaient, il regardait à droite à gauche en disant, mais elle va s'arrêter, elle va s'arrêter. Alors, quand c'est le diable, on sort un crucifix, il s'en va, mais quand c'est le contraire, qu'est-ce qu'il pouvait sortir? Alors, il lui dit, alors à la fin, il était vraiment effrayé, il lui dit, mais comme s'il lui avait demandé une cochonnerie, il lui dit, mais vous priez beaucoup? Et elle répond, oui, beaucoup. Et là, le bonhomme, il reste pantois, ça dure quelques secondes, complètement silencieux, il se dit, mais c'est pas vrai, j'ai introduit le loup dans la bergerie. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé, pour la déstabiliser, c'était assez frappant, à ne dire que des cochonneries. C'est-à-dire que tout devenait allusion salace, pornographique, cochonne. Et la mère Lavanant, imperturbable, ne riant pas du tout, absolument pas complice, aucun respect humain c'est UMIN bien entendu, se foutant de ces gens-là, et un des journalistes qui était là, dit, qui s'appelle Renaud, mais qui a rien à voir avec le déchanteur. Oui, qui est aussi décoloré. Oui, c'est ça, d'ailleurs ça doit être de la même boutique, dit, je vais raconter une histoire où le Vatican est ridicule, ce qui me fait bien plaisir. Alors elle le regarde et elle lui dit, eh ben moi je ne vais pas vous écouter, d'ailleurs je ne vais pas rire, et d'ailleurs je ne vais même pas vous regarder. Et elle lui tourne ostensiblement le dos. C'est-à-dire que c'est une partie que ça c'est un moment, coup de chapeau Dominique Lavanant d'abord, et puis c'est tout à fait étonnant parce qu'on voit, le plus important dans cette histoire, le plus frappant, c'était que ça montrait bien comment, avec des moyens extrêmement simples, on met en déroute l'adversaire. Hein, en disant, moi je prie. Alors là, c'est la panique totale. Je crois à la Sainte Trinité. Alors, il faut simplement justement avoir le courage de le dire. Mais oui, parce qu'ils sont tombés sur une actrice courageuse. Voilà, une autre qui d'ailleurs pourrait prier, se serait écrasée, aurait ri complaisamment, etc. C'est un grand courage quand même. Oui, parfaitement raison. Parce que là, elle est grillée, si j'ose dire. C'est une sacrée bretonne. Pierre Descaves. Oui, je voudrais revenir sur Yves Cuot. Moi, je fais une remarque, et je crois que tout le monde l'a fait. Je regarde beaucoup la télévision, je lis quelques journaux. Tu m'apprends qu'il y a cet article dans l'Express. Il me semble que ce sont ceux qui ne risquent pas leur vie qui sont les plus acharnés à combattre. Ils combattent derrière leur micro ou au bout de leur porte-plume, ils risquent pas d'y laisser leur vie. C'est pareil pour les musulmans d'ailleurs. Très sanguinaire. Je te donne un petit exemple. À l'époque où je me battais avec Roger Hollande, qui l'avait créé au Front Uni de soutien au Sud-Vietnam, et donc pour l'intervention américaine à l'époque qui faisait barrage au communisme, comme on l'a vu, puisque quand même l'Indochine est sous la botte, il y avait en face de moi des gens comme Guy Konopnicki, par exemple, qui, au premier jour du bombardement, a fait un article ignoble ce sont les pilotes de Top Gun, regardez, ils ont la gueule de Robert Redford, et j'ai même pas eu honte d'applaudir, etc. Je crois que ça aussi, c'est quand même un signe des temps et un signe de la bête, sans doute. Oui. Dans le cas d'Yves Cuot, je peux vous dire, je connais bien Yves Cuot, que le mot, vous avez employé le mot de paisible, représente parfaitement Yves Cuot, qui est un garçon parfait intellectuellement. Je signale quand même qu'il était un officier très courageux. Oui, mais c'est ça qui est très, très bizarre, très inattendu. Ce que je dis qu'aujourd'hui, moi, ce sont les plus acharnés qui prennent le moins de risques. Il a pris des risques à l'époque, bravo pour lui, je n'ai rien à lui reprocher à son passé. En première ligne quand même, ça fait beaucoup de monde. Oui, il y en a pas beaucoup, pour justement, il y en a les pays 14 arabes. 000. C'est pareil pour les pays arabes, puisque plus ils sont loin du front, plus ils sont déchaînés contre l'Occident, Israël et le reste. Hein. Oui, c'est ça, Maroc qui a c'est exact aussi. les manifestations les plus violentes, et en Syrie, les gens forces. sont sages, parce qu'ils sont tout près des bombes Oui, les américaines. forces centripètes du courage, là, s'expriment. Sauf la Jordanie, quand même, où il y a Mais ils n'ont pas le choix. et ils sont à portée. Ouais, mais là, c'est des Palestiniens, donc Des c'est Israéliens. très différent. Bien, alors, en fait, Et les Marocains, je tiens à le dire, sont des soldats très courageux, qui notamment dans la guerre ils sont connus jours pour, ont été les seuls à ne pas galoper. Jacques Darès, je voudrais qu'on s'éloigne pas trop encore que c'est intéressant qu'on ne s'éloigne pas trop de notre sujet, et je voudrais, puisque on va mettre un terme à cette conversation, je pense que beaucoup de choses
sont dans Atlantis, dont on va donner l'adresse puisqu'il y a des auditeurs qui la demandent, ce qui est bon signe. Mais est-ce que vous avez peur, vous, en ce moment? Non. À titre personnel, à dire vrai, non, je n'éprouve pas cela, même si, parce que, bon, si vous voulez, pour moi personnellement, je m'en fiche éperdument. Bon. Je pense que nous ne sommes que de passage sur cette terre et qu'il y a beaucoup de choses à faire, peut-être d'une toute autre façon, mais rien du tout. Je voudrais vous dire une chose. Mais même si on est de passage chez des amis, on n'est pas forcé de s'en aller en sautant par la fenêtre du 8e étage. C'est plus agréable de descendre l'escalier. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon. Non, disons, je me rends compte que il y a de grandes chances pour qu'il y ait un certain nombre de catastrophes plus importantes que les catastrophes même actuelles. Mais il faut bien songer qu'il y a des rémissions. Nous avons vécu ce qu'on a appelé l'antéchrist légion, comme le communisme par exemple. Bon. Nous risquons d'avoir l'antéchrist homme, la fameuse bête de l'Apocalypse. Bon, n'entrons pas dans le détail à ce propos, chacun a raconté les pires bêtises, on n'a aucun moyen de savoir. Mais ce qu'il faut surtout savoir... Il y en a même qui ont dit que c'était tapis. Ouais. Ce qui me paraît quand même d'un niveau un peu plat. Ça, il n'y a aucun doute. Bon. C'est peut-être l'orteil, le petit orteil du pied gauche de l'antéchrist. Pour le PS, peut-être. Bon. Mais en fait, voyez-vous, nous sommes dans une situation, en même temps, je vais essayer de répondre à l'auditeur ou l'auditrice qui demandait ce que je pensais de ce New Age, ce nouvel âge. Nous sommes d'abord dans un monde qui est de plus en plus en pleine contradiction, sur tous les plans. Nous parlions justement des forces du mal, antéchrist, quelles que soient les forces négatives dont on sait qu'elles existent, elles se manifestent, il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte, et il y a mille et une façons pour qu'elles se manifestent, et de plus en plus maintenant. Souvent de manière sournoise. Ou bien vous avez des choses carrément destructrices, comme l'a été le communisme, etc., ou quelques autres choses du même genre, ou bien alors, sous prétexte que l'on aime, que l'on veut aimer son prochain, son ceci, son cela, on en arrive justement à cette notion de nouvel âge, qui est promis par les prophéties. Ah oui, mais le seul ennui, il n'est pas promis pour tout de suite. Avant, il y a la fin des tribulations de l'Apocalypse. Il y a toutes sortes de notions, et il y en a une qui est totalement évacuée dans le New Age. Totalement alors. Mais c'est que l'ensemble de ces prophéties, elles concourent à quoi? Vers une chose précise. Le retour du Christ sur la terre. Pas sous la forme d'un homme a priori, qui doit mettre les nations à la raison avec une verge de fer. Et j'ai nettement l'impression que nous en avons grand besoin. C'est la fin du temps des nations. Parce que qu'on le veuille ou non, et c'est là aussi les contradictions, y compris sur le plan politique. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit nationaliste au sens habituel du terme, c'est plus qu'honorable, c'est même souhaitable. Mais le seul ennui, c'est que nous sommes dans un environnement sur lequel nous n'avons que très peu de prise, et qui est devenu bon gré mal gré mondial. C'est une préfiguration qui se cassera la figure, une préfiguration de ce qui doit venir après. Bon. Mais l'ennui de ce New Age, étant donné qu'on ne parle pas du retour du Christ, et pour cause, on a évacué cette notion spirituelle dont je parlais tout à l'heure. L'homme est devenu Dieu lui-même. Et on vous dit, on nous l'a dit encore hier soir dans cette émission, genre, il s'agit de se trouver bien dans son corps, en bon équilibre avec la nature, etc. Plein de bons sentiments. Le seul ennui, c'est que comme c'est l'envers, l'anti-tradition, sur tous les plans, on est sûr que ça se cassera la figure. Et c'est un moyen indirect que prennent les forces du mal pour tenter l'homme, qui l'entraîne. On est entraîné, bon gré mal gré. On a oublié l'essentiel. On a oublié qu'à travers cette notion de cycle, si c'était tout de même pas pour rien qu'il y a 2000 ans, contrairement à toutes les autres religions antérieures, aussi loin qu'on puisse remonter, c'est pas pour rien que Dieu lui-même s'est incarné en homme. Ce n'est pas comme dans les autres religions des hommes dont on a fait des dieux. Bon. Il est venu là pour rétablir quel est le message catholicos, enfin universel. Alors reconnaissons que malheureusement, à mon avis, je n'engage que moi, le christianisme, dans son ensemble, plus ou moins peut-être dans telle ou telle forme, le christianisme a en grande partie
perdu l'essentiel de son message. La preuve, c'est que maintenant on ne nous dit plus que le christianisme, on emploie toujours le mot catholique. Mais à partir du moment où vous mettez sur le même pied des religions qui ont des hommes comme Dieu et celle qui a Dieu au sommet, vous ne pouvez pas être à égalité. On a supprimé complètement la portée totale du message chrétien qui permet de comprendre l'idée du retour du Christ. Alors, cela s'explique parce que nous sommes en involution depuis la chute. C'est tout le problème de la chute du paradis terrestre, de la perte de la tradition primordiale, qu'il s'agit de retrouver, mais que nous ne retrouverons que plus tard, dans le futur âge d'or, après l'Apocalypse, et pas à travers celui qu'on veut nous fabriquer artificiellement. Vous voyez la nuance qui en arrive à une contradiction totale. Merci Jacques Darès. Voilà. Nicolas Bonal. Oui, sur ce New Age, c'est un des derniers avatars des utopies qui apparaissent au moment donc où la contre-tradition sort vraiment, en Europe, en Angleterre surtout, avec la première utopie de Thomas More. Ces utopies sous Swift jusqu'à Huxley, on les retrouve. Alors il y a deux types d'utopies. Il y a l'utopie lucide, comme celle du prisonnier qui passe tous les lundis soirs sur M6 à 23h10. Et puis il y a l'utopie contre-initiatique, l'utopie piège, qui essaye effectivement d'enfermer l'homme dans un monde, comme donc dans celui de Thomas More, en général non violent, très cool, justement, au sens vraiment moderne du mot cool, Campanella et la Cité du Soleil. Donc enfermer l'homme également dans un univers de confort sécurisant, le welfare state, c'est-à-dire l'ordinateur des cosmonautes dans 2001 l'Odyssée de l'espace, et en sachant évidemment comment termine cet ordinateur. C'est-à-dire il finit par, comme le père Hugolin, par tuer ses enfants pour leur garder un père. Et c'est comme ça que se termineront toutes les utopies. Eh oui. Bien, je ne sais pas si on a fait beaucoup avancer le schmilblick, mais enfin en tout cas Ce qui est triste, c'est de voir que cette notion de New Age est devenue en définitive un truc, littéralement un truc, pour vendre de la fripe, et pour vendre de la nourriture surgelée. Ça c'est plutôt rigolo. Non, mais c'est triste parce que ça fait partie du même processus. Ça fait partie du même processus, et d'ailleurs c'est pour cela que d'Herville m'a demandé le livre de l'ère du Verseau qui continue depuis 1937. C'est l'origine. D'ailleurs, récemment, il y a eu un article dans lequel on citait Paul Lecourt et Ère du Verseau en disant, mais c'est ça l'origine du New Age. Ah oui, et on fait l'amalgame. Et du coup, je suis en train de préparer une nouvelle édition, que le prochain tirage aura, du coup, une importante mise au point pour montrer comment c'est une utopie et comment, en quelque sorte, c'est un attrape-nigo parce qu'on a complètement perdu l'essentiel. Évidemment, Paul Lecourt, maintenant, il est mort il y a 35 ans, 37 ans, ne réécrirait plus exactement la même chose. Rien. Tout de ce qu'il a écrit est encore parfaitement valable, mais l'évolution s'est faite autour de nous de telle manière que maintenant, il faut vraiment faire une mise au point. Vous avez à la fin du règne de la quantité de Guénon un chapitre qui s'appelle La Grande Parodie ou la spiritualité à rebours, et donc qui explique tout à fait cet amalgame, que l'on retrouve également dans le domaine matériel, puisque maintenant il y a 20% des produits vendus dans le monde qui sont contrefaçonnés. La contrefaçon au niveau spirituel, au niveau intellectuel, au niveau matériel est devenue une rente de situation pour cette société en perdition. Pour comprendre très rapidement ce qu'est le New Age, ce qu'est la pensée New Age, c'est tout à fait simple. Il suffit de penser que ce que j'appelle le grappin, on l'appelle aussi le singe de Dieu. Oui. C'est-à-dire c'est une espèce de caricature du divin, et que tout ce qu'il fait est une caricature. C'est pour ça que le prétendu amour, c'est une caricature de l'amour divin, etc. Et le New Age, c'est très exactement une caricature du paradis. C'est-à-dire qu'on vous dit, c'est pas la peine d'aller au paradis là-haut, on peut faire le paradis sur terre, tu es mon frère, tu es ma sœur, donnons-nous la main, aimons-nous, on va tous. Alors naturellement, ça se passe en Californie, parce que le truc de se balader à poil au milieu des prairies, si on fait ça en Suède au mois de novembre, on trouve que quand même le paradis sur terre, c'est pas exactement ce qu'on pouvait espérer. Mais en Californie, à Big Sur et dans ces coins-là, qui sont effectivement des petits paradis sur terre, c'est tout à fait cool, c'est tout à fait sympathique, et tout à fait méchant. Mais c'est une caricature, c'est une singerie. Ces gens-là ne se rendent pas compte que cette idéologie qui est la leur, et qui est excellente en soi, aimer son prochain, c'est ce qu'a demandé l'Évangile. Bon, c'est excellent, mais ils ne se rendent pas compte que, actuellement, compte tenu de l'évolution de nos civilisations, cela n'est pas possible sans une intervention surnaturelle. Et celle-là a été programmée aussi. Alors, pour l'attendre, il est dit prier. Et prier. Voilà. C'est un bon programme. Alors, ce que disaient les alchimistes, prie et travaille. Et travaille.
Ne l'oublions pas. Merci encore, Jacques Darès. Alors, je rappelle que le dernier numéro d'Atlantis, et non point l'ultime, le 364 de l'hiver 91. Il est sorti avant-hier. Oui, je rappelle que dans l'interview qu'il m'a accordée, Jean Faure parle aussi du grand monarque. Alors, je voudrais citer... Oui, alors, justement, je voulais vous donner la parole tout de suite, mais allez-y, parlez-nous du grand monarque. Alors Saint Augustin fait allusion à une prophétie au IVe siècle, donc Saint Augustin qui est carthaginois comme tout le monde sait. Quelques-uns de nos docteurs disent qu'un roi franc possédera un jour l'empire romain dans toute son étendue. Ce roi viendra dans les derniers temps du monde, il sera le plus grand et le dernier de tous les rois. Il rendra l'âme à Jérusalem sur le mont des Oliviers et immédiatement après l'Antéchrist viendra. Saint Rémy déclare, lui, en 496, à la veille du baptême de Clovis, « Vers la fin des temps, un descendant des rois francs régnera sur tout l'Empire romain. Il sera le plus grand des rois de France et le dernier de sa race. Ce sera le 70e roi dans un nombre solaire. Il arrivera comme par miracle, il sera de la vieille Cape, c'est-à-dire de la dynastie vraisemblablement des Mérovingiens, c'est la fameuse première race. Le trône sera posé au midi. Après un règne des plus glorieux, il ira à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et son sceptre, et c'est ainsi que finira le Saint-Empire romain et chrétien. Et il y a eu également des prédictions de Saint Césaire, que j'ai déjà citées au VIe siècle, et de Saint Hildegard de Bingen au XIIe siècle. Il est bon de savoir aussi, puisqu'on parlait des prédictions de la foi. Tout à l'heure, je disais que les Occidentaux faisaient montre de beaucoup d'imagination. Alors il est bon de connaître un petit peu le contenu de la foi musulmane. Alors on m'a dit, des amis musulmans, enfin des amis des relations musulmanes, m'ont dit que à la fin des temps, donc, devait avoir lieu une occupation des mécréants sur les lieux saints, donc à la Mecque. Que les troupes de mécréants seraient commandées par un abyssin. Et évidemment, ils font immédiatement le rapprochement avec le général Colin Powell d'origine jamaïcaine. Alors ils disent également que c'est l'Irak qui fera le premier les frais de cette agression des mécréants et que les premières attaques auraient lieu sur Bassora. Et à côté de Bassora, il y a un certain nombre de lieux saints de l'islam. Ensuite, il y a cette idée très importante dans l'islam de la défaite. On a toujours l'impression, on aime toujours dire en Occident que les Arabes détalent devant les Israéliens autres, mais il y a cette idée qu'on retrouve chez Abdelkader du refus de chevaucher le tigre, au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire du refus de vaincre l'adversaire. Il vaut mieux être humble et se faire vaincre, et on a plus de lumière aux yeux de Dieu de cette manière. Enfin, de toute manière, ils attendent leur grand monarque. Alors, est-ce que ce sera le même? Alors là, c'est là qu'on verra si le temps des nations est bien dépassé ou s'il faudra qu'on se cartonne avec eux. C'est le mardi. C'est pas le ciel mon mardi, c'est le vrai mardi des musulmans. J'ai profité parce qu'Alain n'était pas là. Sanders, il est contagieux. Hein. Oh, mais j'ai toujours été comme ça. Mais ça, sur ces jeux de mots, il y a beaucoup à dire. C'est une tradition hindoue qui s'appelle le Nirukta et qui est le jeu sur les mots et le sens. Et dans les années 80, puisqu'on fait de la contrefaçon de tout, on s'amuse avec les jeux et ça a été repris par la publicité qui a été à ce niveau-là le grappin officiel, le label et la bête, et qui a foncé totalement dans les esprits. Donc le mardi doit aider les musulmans à vaincre les mécréants et à dégager la Mecque, et surtout Médine. Bien, alors des questions d'auditeurs. Le symbolisme nous demande un auditeur, ne sent-il pas un peu le soufre face à l'Église catholique romaine? Je crois pas du tout. Il suffit de regarder une cathédrale. Il suffit de regarder une cathédrale. C'est étonnant d'entendre parler de ça. Et la messe, qu'est-ce que la messe? Le fait de prendre l'hostie est un symbolisme. Mais bien sûr, c'est un symbolisme. Malheureusement, n'oublions pas plus nous avançons justement, et plus un certain nombre de prêtres n'apprennent plus rien dans les séminaires. Hein. Bon. Alors, c'est un peu normal. Question d'une précision extrême. Où trouver Atlantis? Oui. Eh bien, alors, Atlantis, en fait, est édité par Derville Livre, n'est pas distribué en kiosque. On trouve Atlantis dans un certain nombre de librairies, même théoriquement à la Fnac ou autre. Maintenant, ce numéro qui vient de sortir ne sera mis en vente officielle à l'office que après-demain vendredi. Bon. Donc, je conseille aux auditeurs d'attendre 2-3 jours, à moins qu'il ne s'adresse directement au siège d'Atlantis, 30 rue de la Marseillaise à Vincennes, téléphone 43 28 31 95. Puis je rappelle que dans Milieu de la France, le numéro qui est sorti hier, il y a une interview de Jean Faure, qui est donc un de nos principaux collaborateurs. Beaucoup d'autres questions, mais Jacques Darès, il faudra que vous reveniez parce que ce sont des questions qui nous emmènent trop loin. On nous demande par exemple de parler de l'Antéchrist vu par Renan, né en 666. Évidemment. On nous demande de parler des écrits pardon, je vais y arriver, je cherche du docteur Jean Marchal sur les questions de l'Apocalypse de Jean. On nous demande de parler des prophéties de Pie XII.
de parler de la phrase de Saint-Alexandre Nevsky, l'ennemi ce n'est pas le Tartare, c'est l'Occident, c'est l'Ouest plus exactement. Enfin, on nous pose plein de questions, mais il faudra que vous reveniez pour parler de tout ça, parce que là, on n'a vraiment plus le temps. Merci Jacques Darès. Je recommande la lecture de la revue Atlantis, qui est toujours excellente, mais qui, en ce moment, étant donné les circonstances, est particulièrement intéressante. Merci à vous. C'est tout ce que vous avez à nous dire, rien de particulier. Non, rien de spécial. C'est l'essentiel alors. Alors, ça plaît pas à tout le monde. Hein. Il y a une dame qui téléphone. Quel esprit avez-vous? N'êtes-vous pas un peu mégalo? Bien sûr, complètement même. Je suis même complètement mégalo. Il y a un monsieur qui dit, qui désire savoir si au moins quelqu'un parmi vous pratique le carême. Vous qui parlez de l'esprit. Mais vous-même, monsieur, qui êtes-vous pour poser ce genre de questions? Moi, je voudrais bien savoir qui s'occupe de mon âme. Alors, vous me dites qui vous êtes, vous signez votre question, puis je vous répondrai personnellement. La confession publique n'est pas encore imposée dans l'Église catholique et romaine. Que je sache. C'est pas imposé. C'est pas obligatoire, Philippe. Bon. Voilà. Bravo pour l'offensive gnostique, nous dit un auditeur. À quand des cours sur Abellio, Guénon et des aberrations réincarnationnistes? Je sais pas, on pourrait le faire, effectivement. C'est toujours intéressant de savoir ce que dit l'ennemi, ce que dit l'adversaire. On peut le lire dans l'erreur spirit. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une confusion totale qui se fait dans les esprits. Ouais. C'est pas parce qu'on parle des choses qu'on y adhère. Hein. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure, je vais donner la parole à Pierre Descaves, et il va pas adhérer. Et tout le monde n'adhérera pas à ce qu'il dira. Nous sommes des hommes de liberté, c'est ça qu'il faut comprendre. Cette émission est une émission de liberté. Si vous n'aimez pas la liberté, il y a 52 radios libres sur la bande FM à Paris. Donc en ce moment, vous perdez votre temps. Il y a 51 autres radios que vous pouvez écouter. Si vous êtes des ennemis de la liberté, vous écoutez Radio Beurre, Radio J, Radio CGT, Radio je sais pas quoi, Radiographie du Fémur. Mais vous n'écoutez pas Radio Courtoisie, parce que Radio Courtoisie, le mercredi soir en tout cas, c'est un espace de liberté totale. Tout le monde dit ce qu'il a envie de dire, comme il a envie de le dire, à condition que ce soit avec courtoisie. Voilà, c'est clair. Et c'est pas parce que on a parlé d'Abellio, d'ailleurs on n'en a pas parlé, qu'on est pour Abellio. C'est intéressant de dire Abellio. C'est intéressant, il faut s'ouvrir la tête. La tête, c'est pas entouré de fil de fer barbelé. C'est pas un objet fermé. C'est pas un cachot, une tête. Une tête, c'est comme un entonnoir, il faut faire rentrer les choses dedans. Puis à l'intérieur de la tête, on a un truc qui s'appelle un cerveau, et ça sert à faire le tri entre les bonnes et les mauvaises choses, avec le secours du Saint-Esprit, si on pratique le carême. Évidemment, si on pratique pas le carême, il ne faut pas attendre grand secours du Saint-Esprit, ça c'est certain. Mais je rappelle quand même à nos auditeurs qui nous ont téléphoné, enfin ceux dont je cite les interventions, qu'il y a un principe fondamental là-dedans qui s'appelle la charité, vous voyez. La charité, c'est quand même par là que tout passe. Alors qu'on m'engueule charitablement, je veux bien, mais qu'on tienne ce genre de propos qui sont des propos de vieilles chaisières qui puent le ranci, ça ne me plaît pas. Vous voyez, la nouvelle version des partisans est nettement meilleure que la précédente. Et la deuxième question, la réponse est immédiate. Alors maintenant, on va donc passer à la partie littéraire de l'émission. C'est qu'il y a une partie actualité, une partie littéraire, mais elle se recouvre souvent. Et j'ai invité Madame Geneviève Chauvel, qui est l'auteur d'un formidable livre sur Saladin, dont on va parler, parce qu'on parle beaucoup de Saladin en ce moment, étant donné que il paraît que Saddam Hussein, parmi ses innombrables défauts, qui ne sont pas minces, a celui d'être un peu toqué et de se prendre pour Saladin. On va essayer, comme ils sont nés dans le même village, on va voir ça. Mais avant, on va parler avec Pierre Pélissier de son livre, qui lui est drôle comme tout, et qui est une jolie volée de bois vert, qui s'appelle Tous nuls. Portrait craché de la classe politique. Alors le mot craché, là, on peut dire qu'il est vraiment... il s'impose. Oui, il s'impose, vous le prenez comme ça. Mais Pierre Pélissier, vous êtes journaliste. Oui. Et ça ne vous empêche pas de jeter un regard, je dirais un regard assez vachard. Il faut pas se laisser prendre sur le marigot. Vous savez, moi j'ai vécu avec ces gens-là un peu plus de 30 ans, j'ai vu beaucoup de choses, ils sont arrivés à me décevoir terriblement. Et un jour, j'ai eu envie de leur dire ce que je pensais d'eux. Moralité, sur ceux que je connaissais, je suis brouillé avec une moitié, beaucoup plus intime avec l'autre moitié qui a compris la démarche. J'ai même un député qui sortait du milieu professionnel, qui avait travaillé avant d'être député, qui s'est interrogé. Oui, ça existe, il y a des gens qui ont pratiqué des professions. Et qui m'a dit, tu sais, je m'interroge sur le sens de ce métier, j'aurais aimé écrire ce livre. Voilà, nous en sommes là. La phrase est magnifique quand même, qui a travaillé avant d'être député. Pierre Descaves, toi qui as été député avant de travailler, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je suis un député par accident, je suis un syndicaliste patronal qui a été essayé de faire avancer les choses un peu plus vite en allant
moi-même mouiller les mains dans la pâte, parce que je m'apercevais que, comme le dit monsieur, tous ces députés de profession, quand on était dans leur bureau, on avait raison, on avait des idées intéressantes. Dès qu'on était sorti, ils jetaient les mémoires au panier et on n'en entendait plus parler. Alors pourquoi on en parle? J'y suis allé. Alors Pierre Pélissier, c'est un peu ce que vous expliquez dans ce livre. C'est-à-dire que en fait, la classe politique, elle est moins malfaisante que totalement médiocre. Elle est à la fois quand même assez médiocre par un manque de réalisme, par un manque de culture, moins malfaisante parce qu'elle a de moins en moins de pouvoir. Je pense en fait qu'elle est très malfaisante au petit niveau, ceux auxquels on ne touchait pas. Il était très mal vu d'attaquer les maires ou les conseillers municipaux, par exemple. Je crois que ce sont finalement les plus malfaisants. Oui, alors c'est la plus grande surprise qu'on a en ouvrant votre livre, c'est qu'on s'attend, quand on voit tous nuls, on se dit on va lire un pamphlet qui va prendre Giscard, Mitterrand, Chirac, Le Pen au collet, qui va leur secouer les puces en disant... Ça a déjà été fait, c'était pas la peine. Et puis, quand on ouvre le livre, on s'aperçoit que le premier chapitre, ça commence à la base. C'est-à-dire, c'est les conseillers municipaux et les maires. Et alors, finalement, on se demande ce que vous avez à leur reprocher à ces gens-là, parce que pour la plupart, ce sont des bénévoles, ce sont des gens qui font... Ne croyez pas ça complètement, s'il vous plaît, ne soyons pas tous innocents. Non, c'était ça autrefois. Il y a une loi de décentralisation signée Gaston Defferre, qui a tout compliqué, qui a donné aux maires qui ne sont pas des bénévoles et qui en général cumulent pas mal de mandats des pouvoirs absolument épouvantables en matière de construction, qui nous aident joyeusement à détruire tout le patrimoine français et l'environnement. Ces maires sont en plus souvent conseillers généraux ou conseillers régionaux, ils retrouvent les mêmes pouvoirs, d'autres salaires, ils finissent par être députés ou sénateurs. On cumule tout ça, on n'est pas pauvre dans le milieu politique, mais si vous voulez, les gens de la base, c'est-à-dire les maires, notamment des petites communes, n'étaient pas préparés aux pouvoirs qui leur ont été donnés. Et c'est là que nous arrivons à la véritable catastrophe. Quand vous avez un brave homme qui devient maire, avec la loi de fer, il détient par exemple les permis de construire. Dans les petites communes, vous allez trouver des maires dont le premier adjoint est architecte, le deuxième adjoint est maçon, en général son cousin d'ailleurs. En général, il est franc aussi d'ailleurs. Oui, et comment voulez-vous refuser des permis de construire à votre cousin qui habite là, à votre autre cousin qui est maçon, à votre premier adjoint qui est architecte? C'est fini. Et on est rentré dans un gâchis fabuleux, c'est celui du massacre. Et puis il y a les impôts locaux, qui sont vraiment maintenant l'objet de scandale numéro 1. Ces gens-là n'ont pas un sens de la mesure. Vous votez des impôts colossaux et vous arrivez à des aventures comme Angoulême. Alors ça, oui, Angoulême, c'est d'ailleurs une histoire superbe. Je voudrais en dire un mot, si vous permettez, parce que je ne veux pas raconter l'histoire d'Angoulême, mais en gros, il y a un gars qui s'appelle Jean-Michel Boucheron qui a été maire d'Angoulême pendant quoi? Maire socialiste d'Angoulême par protection spéciale du président de la République. Et en plus, secrétaire d'État aux collectivités locales. C'est-à-dire qu'il était son propre contrôleur. Alors, le résultat, c'est une dette municipale qui se monte à... Vous avez le chiffre en tête? Je n'ai pas le chiffre en tête parce qu'il ne cesse de grossir. Il ne cesse de grossir. Et on a 1 milliard actuel. Oui, bien sûr. 150 milliards de centimes. 150 milliards de centimes pour une ville qui compte combien d'habitants? Je dois essayer de vous retrouver ça sera 40 000 oui, c'est vrai, voilà. Mais avec effectivement l'endettement par tête d'habitants fabuleux, le pourcentage d'impôts locaux le plus fort de France et aucun moyen de s'en sortir. Et là, si les prêteurs exigent le remboursement. C'est au point d'ailleurs que le successeur de Boucheron envisage de faire un procès aux prêteurs en disant c'est pas possible que vous ayez prêté cet argent sans savoir ce qui allait se passer. Voilà, exactement. Ce sont les organismes d'État qui ont fait ça. Et alors, comme ce sont des organismes d'État, c'est intéressant. Je crois qu'on n'a pas fini de rigoler. Mais ce qui est intéressant également dans cette histoire, c'est que M. Boucheron, pour autant que je sache, il est toujours paisiblement installé chez lui. Personne ne vient rien lui demander. Alors que mon excellent camarade Oltra est en prison. Parce qu'il est soupçonné. Il est encore assis à l'Assemblée nationale, il est toujours député, il a une immunité parlementaire, ne l'oublions pas. Mais Oltra a eu tort de ne pas se faire élire député. Il aurait pu, à l'époque, il l'a pas fait. Hein, il a eu tort, il serait tranquille. Surtout député socialiste, alors que lui, c'est imbécile, il est de droite et il le dit. Alors naturellement, le résultat, il va en tôle, ça, c'est pas compliqué. Bien, alors, il n'y a pas que le niveau, de l'administration municipale qui excite votre verbe, Pierre Pélissier. Je monte les échelons. Vous montez les échelons. Je continue avec les départements, je passe aux régions, j'arrive à l'Assemblée, je termine au gouvernement. Avant d'aller au gouvernement, je voudrais qu'on revienne à l'échelon départemental et régional, parce que c'est quand même une création récente. Relativement récente, la régionalisation. Oui, la régionalisation est récente. Donc on pouvait s'attendre que, fort d'une expérience de 2 siècles pratiquement, la République prenne toutes les précautions souhaitables pour que, en créant de nouveaux élus, elle ne crée pas de nouveaux corrompus. Or, c'est pas comme ça que ça a marché, apparemment. En créant une nouvelle structure administrative, vous copiez les autres. Alors, vous aviez donc effectivement les départements, les communes, les départements, on ajoute les régions. Qu'est-ce qui se passe? On crée de nouveaux impôts, on crée de nouveaux fonctionnaires, on crée de nouveaux bâtiments,
on crée de nouvelles lourdeurs, et on ne sait plus à qui s'adresser. Parce que si vous pouvez me dire, en matière d'éducation nationale, ce qui dépend de la commune, du département ou de la région, faites-moi ci, moi je n'y arrive pas. Mais personne n'en sait rien. Mais personne n'en sait plus rien. Alors, à ce propos, il y a une chose assez drôle qui s'est produite au moment des manifestations lycéennes. Le président de la République a dit de débloquer, je crois, 4 milliards de francs, qui ont été débloqués immédiatement par M. Jospin. On ne sait pas où il les a pris, mais enfin, visiblement, il les a pris quelque part, puisqu'il les a débloqués. Et puis là, on vient d'apprendre que le budget, que le financement de la guerre du Golfe se ferait, pour l'essentiel, avant nouvel impôt, par des prélèvements sur le budget de l'éducation nationale. Oui, c'est intéressant, mais alors cela dit, là tout est compliqué, parce qu'on a voulu aider les lycées. Je vous signale que les lycées ne sont plus les lycées sont devenus des collèges. Ce qu'on appelle lycée, c'est des écoles d'enseignement professionnel. Alors là aussi, si vous comprenez quelque chose, dites-le moi je ne peux plus. Mais après la longue étude que vous avez faite pendant 35 ans du Marigot, oui. Quand vous nous dites « je n'y comprends rien », c'est un peu angoissant. Vous pensez, enfin vous avez quand même un diagnostic, est-ce que vous pensez que c'est de la crapulerie, de la sottise, de la médiocrité, de l'incompétence, ou un aimable mélange de tout ça? Un aimable mélange de tout ça. Je pense pas que la crapulerie soit le sentiment, l'attitude la plus répandue. Je pense que c'est vraiment de la sottise, de l'aberration. Vous savez, soyons simples, commune, département, région, il faut supprimer au moins une de ces structures-là. Alors, enfin, on supprimera le département ou la région, je n'en sais pas, mais il faut absolument supprimer une de ces structures. Quand un élu local favorise un parent ou un petit ami dans un marché local, c'est pas forcément par naïveté, il y a d'autres raisons. Non, vous savez, il y a des tas de choses, ça porte des noms variés, ça peut s'appeler simplement du cousinage, du copinage, ça peut s'appeler des pots de vin, parce que vous savez, quand vous voulez construire quelque chose, si vous n'êtes pas dans les normes du permis de construire, si vous arrangez les choses, vous voyez ce que je veux dire, bon, ça passe sous la table, ça ressort de l'autre côté, et le permis de construire change de forme. Par exemple, si vous êtes le neveu du président de la République, vous faites établir un permis de construire de 500 mètres carrés à Saint-Tropez, oui. Et quand les travaux sont terminés, vous avez construit 2000 mètres carrés. Voilà, il se serait contenté de 1800 mètres carrés, ça serait peut-être passé. Il est monté à plus de 2000 mètres carrés. C'est vrai. Il est un peu exagéré peut-être là. Enfin, il s'est dit je crois qu'il a cherché le conflit avec le maire. Fallait pas chercher le conflit avec le maire, fallait s'entendre avec lui. Tout s'arrange dans ces cas-là. Il a construit, d'ailleurs, c'est très curieux. Un jour, on en parlera dans cette émission, parce qu'on va revenir à la première partie, et c'est pas le moment. Parce qu'il y a un caractère symbolique tout à fait étonnant. Il a construit sa maison sur le modèle d'une villa florentine, qui est une villa maudite. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, mais il le savait. Je sais pas s'il le savait, mais en tout cas, c'est très curieux. Vu la famille Mitterrand, certainement. C'est probable, oui. Alors, oui, Pierre, tu veux dire quelque chose? Je voudrais ajouter un complément, parce que, dans le fond, c'est par hasard que je suis là, et je suis très heureux de tomber en même temps que monsieur Pellissier. Sur la manière dont profitent les élus, il y a toute cette publicité qui est faite par les conseils généraux, par les conseils régionaux, et où on voit le visage du président sur des grandes affiches, où il y a des publications permanentes, de manière à leur assurer une réélection, et tout ça, c'est aux frais du contribuable. C'est pas de la crapulerie, mais on en profite quand même largement. Et deuxièmement, on peut s'étonner, mais pourquoi ce qui était au niveau local est monté jusqu'au niveau régional? N'oublions pas que ce sont les mêmes personnages qui prennent les postes les uns derrière les autres. Et quand on est obligé de quitter un poste, on y envoie la femme. Madame Fourcade, pour pas citer de nom. Oh, Madame Fourcade, Madame Balkany et quelques autres. Exactement. Bien sûr. Et c'est pourquoi il se crée des dynasties politiciennes qui ont appréhendé le pouvoir, qui en profitent et qui veulent plus lâcher. Je suis obligé de te couper parce que chez nous, on a fait ça longtemps. Moi, je me rappelle de certaines époques où j'étais candidat dans le 15e, ma femme était candidate dans le 20e. Ah, mais c'est pas pour la même raison. Hein? Non, pas pour en profiter, parce qu'avec 0,50% de voix, tu risquais pas d'avoir même le remboursement. Pour parler de ces deux sujets, je peux vous dire que le contribuable a bon dos, parce que le contribuable, c'est pas seulement les petits journaux locaux, c'est des voyages extraordinaires. Les conseillers généraux font des voyages fabuleux, aux frais du contribuable. Je vous signale que c'est la vignette auto ou n'importe quoi qui sert à payer tout ça. Oui, la vignette auto qui coûte un certain prix dans un département est strictement le double dans le département d'à côté, au nom de l'égalité des citoyens, bien sûr. Pierre Pellissier, quand même, il faudrait pas être trop agressif ou trop pessimiste. Moi, je crois que quand, par exemple, les élus du Nord-Pas-de-Calais organisent un voyage d'études
sur l'architecture guadeloupéenne, ça peut certainement apporter quelque chose aux populations du Pas-de-Calais. Vous croyez vraiment que si un jour on quand construit le des paillotes, département, je cherche lequel, est parti étudier la reproduction des crocodiles sur le barrage d'Assouan, c'est vraiment important, et je vous signale que c'est vrai. Eh ben, on peut, regardez, si Angoulême, par exemple, je sais pas comment s'appelle la rivière qui traverse certainement Angoulême, mais il y a certainement une rivière, imaginez que on fasse un élevage de crocodiles. Oui. Bon, oui, en vendant des sacs. Ne plaisantez pas, il y en a un dans les Landes pour fabriquer des sacs. Bon, ben, vous fabriquez au lieu de le faire dans les Landes, tiens, voilà une idée pour le nouveau maire d'Angoulême. On ne demandera même pas de royalty. Il y a aussi les coins choisis. Vous savez, on peut faire un voyage très important en Belgique. J'en ai pas trouvé. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai trouvé. Et l'Aliétard non plus. Non plus. Mais alors, les États-Unis, le Mexique, le Canada, ça j'ai trouvé. J'ai trouvé quoi encore? Des choses étonnantes. L'Australie, la Thaïlande, tout ça, c'est des pays qui doivent apporter beaucoup de choses. C'est très. L'étude du massage. Oui, le massage, c'est le message. Pour l'éducation pour les des gens enfants. politiques, parce qu'ils sont toujours contractés. Contractés. Je pense que c'est Et pour l'éducation des pour enfants en aussi. finir avec le chapitre des successions internes, on arrive à des choses fabuleuses. Moi, le chef-d'œuvre, je l'ai trouvé, c'est à Angers. C'est Monsieur Narquin. Monsieur Narquin avait trop de mandats. Il a commencé par en céder quelques-uns. À qui? À sa fille. Les vents. Et sa fille s'est retrouvée à son tour avec trop de mandats. À qui il les a cédés? À son père qui n'avait plus. Vous voyez, c'est quand même fabuleux, non? C'est un circuit fermé. Il y a quelque chose d'analogue. C'est les dynasties, alors ce coup-là, verticales. Par exemple, le résistentialisme se transmet de père en fils. Ah oui. Et on en est aujourd'hui au petit-fils. Exemple, De Gaulle, le père, le fils, le petit-fils. Ouais, il y a le petit-fils Debray, ça va pas être loin. Il y a déjà toute la famille, tous les fils qui y sont. Les petits-fils sont plus très loin. Les animaux domestiques aussi. Hein. Le chien, le canari. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est que le résistentialisme s'étend aux animaux domestiques ou aux meubles, par exemple, quand on vend. Bon, ce tableau a appartenu à un grand résistant, donc il est beaucoup plus cher, évidemment, ça on comprend. En revanche, ce tableau a appartenu à un collaborateur, on le confisque, on ne le paye pas. Et alors, ce qui est très amusant, quand même, très amusant, ce qui est très édifiant, c'est que ce que vous racontez à propos de Narquin, ça intervient 2 siècles après une révolution qui a voulu supprimer le caractère héréditaire des fonctions. Oui. On nous a dit il n'y a aucune raison que le fils du roi soit roi, parce que le fils du roi peut être sauf Narquin le superbe. Narquin le superbe, Narquin l'ancien, oui. Bien sûr. C'est très bien. Mais vous savez, il y a, regardez, vous voyez de la Révolution, 1789, c'est une grande date pour la Révolution. La famille Caillard d'Allières prend la mairie d'Allières-Beauvoir en 1789. Elle l'a jamais lâché, puis. Oui. Elle l'a jamais lâché. 33 fois de suite, ils se sont repassés le mandat de maire. La famille Meignery, vous voyez de qui je parlais, un monsieur qui est dans les eaux centristes, lui, ils tiennent la mairie de Balazé en Ille-et-Vilaine depuis 1791, battu de 2 ans. Meignery qui est un nom prédestiné, puisque la terre Méhaigne, au Moyen-Âge, c'est la terre pourrie, c'est la terre qui ne rend rien, c'est la terre gaste. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, sur donc cette renaissance des féodalités, on parlait tout à l'heure avec Jacques Darès, de toutes les parodies, de toutes les contrefaçons. Là, on a vraiment une contrefaçon d'un pouvoir féodal, d'un pouvoir local. Une espèce de reconstitution qui se fait, qui ressemble à un Moyen-Âge, mais un Moyen-Âge taré, là, pour le coup. Puis autre chose, évidemment, pourquoi au bout de 2 siècles la machine s'enraye comme ça c'est vraiment le vieillissement et la complexité du système qui a été étudié par tous les historiens libéraux et par tous les économistes libéraux depuis 20 ans, la crise de l'État-providence et la crise des sociétés politiques qui sont marquées par une entropie de plus en plus accélérée, quoi, jusqu'à arriver à une désorganisation totale du système politique. Le système de la société chaotique. Oui, chaotique maintenant. Il y a un chapitre très amusant, c'est, entre autres, parce que le livre est amusant, il est plaisant à lire, c'est vrai, mais il y a un chapitre particulièrement amusant qui est une visite au Parlement, des députés bien logés. Alors ça, on pourrait peut-être en parler un petit peu, parce que effectivement, apparemment, le gouvernement n'est pas disposé à prendre les décisions qui ont été prises récemment par le gouvernement japonais, qui consiste à réduire de 10% les émoluments de tous les indemnités de tous les membres du gouvernement. Le Rocard n'a pas encore eu cette idée, on lui donne d'ailleurs, puisque vous savez qu'on est très écouté par non pas par Michel Rocard qui a autre chose à faire, mais par ses services. Si on demandait le livre, déjà, on va peut-être réussir, vous et moi, à faire quelque chose de positif. Alors on pourrait lui donner l'idée si vous faisiez ça.
Vous savez qu'un député gagne quand même la bagatelle de 31 764 francs par mois, qui est imposé au 11/20e seulement. Ça va changer, mais on va en profiter pour faire payer aussi les chanteurs lyriques, les scaphandriers, les journalistes et quelques professions, 33 au total. Bon, je veux bien, 31 764 francs, ça n'attire pas au Parlement des gens de très haute qualité intellectuelle, industrielle ou autre qui vont quitter l'entreprise pour ça, avec le risque d'être une dissolution au bout d'un an. Cela dit, regardez un peu les choses. Vous avez en plus 18 591 francs mensuels pour une aide d'Attilo. C'est une enveloppe qu'on remet au député, il en fait ce qu'il en veut. Oui, alors pas de détails. Alors. Non, oui, plus 28 798 francs pour un assistant parlementaire qui est en général son fils, sa fille, son neveu, sa nièce ou sa femme. Voilà. Alors pour le logement, il y a quand même des choses étonnantes. Vous savez, ces gens-là viennent à Paris pour travailler, ils ont un hémicycle, ils ont des bureaux. Je peux vous faire... C'est pas un, c'est deux. On a droit à 2 attachés parlementaires. Je m'excuse, là, je parle comme ancien député. 2 attachés parlementaires et 2 secrétaires. Moi, je n'avais qu'un. Alors, vous doublez les sols, là, on devient... Vous pouvez doubler les effectifs, car ils se les sont doublés. Avant que j'arrive à l'Assemblée, j'y suis pour rien. Et ils ont augmenté, en plus, de 5 000 francs l'enveloppe. Après que tu sois parti, d'ailleurs. Après mon départ. Parce qu'avec Martinez, nous, on était pour l'imposition totale, pour les frais réels, pour un tas de choses. Alors, il y a le logement, qui est une chose extraordinaire. Certains n'ont pas de chance, ils ont un petit bureau avec un canapé. C'est pas très très pratique. Ça, c'est dans la partie immeuble Assemblée nationale propre. Il y a d'autres qui sont logés à l'université, de l'autre côté de la rue. C'est un peu mieux. C'est déjà un grand wagon-lit avec le canapé, bien sûr la douche est sur le palier, mais enfin ça devient confortable. Il y a un 3e immeuble boulevard Saint-Germain, mais il y a le sommet. On vient maintenant de racheter le Sofitel Bourbon. Le Sofitel Bourbon, hôtel de grand luxe. L'Assemblée nationale logée chez Bourbon, bah oui, c'est quand même tout à fait symbolique, là encore. Je me souviens que c'était bourré de micros. Quand on a fait un minimum de travaux, on a trouvé des micros partout. Bizarre, mais c'était comme ça. Cet hôtel a été acheté 450 millions de francs pour le confort de nos députés. 450 millions de francs, 112 chambres 4 étoiles, soit 45 milliards de centimes, si on calcule bien. Pour loger des gens qui sont là, quand tout va bien, en principe, 6 mois par an. Et vous savez combien ils payent leur chambre, eux, la participation financière, 150 francs la nuit. Ah, c'est bien. Voilà. Donc c'est des choses absolument c'est le prix de l'hôtel. Alors, une chose, parmi les scandales de l'époque, si vous passez à l'université, jetez un coup d'œil dans la cour du Palais Bourbon et vous verrez une boule parfaite en pierre. Il paraît que ça coûte très cher de faire une boule en pierre, et celle-ci est énorme. C'est une sorte de gros boulet de canon pour un canon géant, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et ça a coûté quelques centaines de millions, c'est beau, c'est tout. C'est tout. C'est bien. On peut le revendre pour payer l'impôt guerre, peut-être. Enfin, c'est... Mais qui va acheter je sais pas, quelqu'un qui a un gros tube. Donner une précision. Mais c'est un scandale innommable, tout ça. Sur ce point des locaux, je voudrais donner une précision. Peut-être parce que j'étais un élu du Front National, j'avais un bureau sans divan, sans lit. Non, c'est pas bon ça. Et ça m'a beaucoup gêné parce que peut-être parfois j'aurais pu avoir envie de faire la sieste. C'était pour pas t'encourager à te reposer. Parce que dans mon pays, on faisait la sieste et ici, je pouvais pas. Non, c'est vrai, ces gens... Bon, cela dit, je pense pas que l'hôtel Sofitel Bourbon soit plein tous les soirs. Il faudra trouver quelque chose pour le rentabiliser. On va peut-être le revendre d'ailleurs à une société privée un jour. Alors, un auditeur dit, les députés coûtent, alors il dit 9 000 francs par jour. Je crois que c'est coûte en réalité 9 000 francs par jour, soit 270 000 francs par mois. Il faut rétablir les choses, dit-il. Et il précise qu'il a envoyé des documents à Minute la France qui prouvent cet aspect de... Alors, ça c'est tout à fait... Le coût est une autre chose. Moi j'ai les chiffres... non, je dis, c'est moi qui traduis, il écrit je pense. Le député, oui, peut-être, oui. Enfin, moi, j'avais les derniers chiffres avant l'augmentation du mois d'octobre-novembre. On était là. Il y a une question, Pierre Pellissier, qui m'angoisse. Je voudrais vous poser, parce que c'est pénible, mais je suis obligé de vous poser cette question. Est-ce que vous ne craignez pas, par votre livre, le lapsus est révélateur, car c'est un livre libre, est-ce que vous ne craignez pas de faire, par une certaine forme d'antiparlementarisme, le jeu de l'extrême droite? Bon, la question m'ayant été posée 150 fois ou 200 fois, je vous répondrai petit A que je ne suis pas sûr de faire le jeu de l'antiparlementarisme. Je demande aux gens de refaire leur métier convenablement, ce qui n'est pas une forme d'antiparlementarisme. Oui. Je leur dis de sortir de leur ornière, c'est tout. Ouais. Ce qui est formidable, c'est qu'à partir du moment où on demande aux députés de se comporter d'une façon intelligente et honnête, on est considéré comme un antiparlementariste. Exactement. Que je sois un homme de droite, je ne l'ai jamais caché, je n'en demanderai jamais, je me suis jamais habillé en gauche pour essayer d'être dans le goût du temps, dans le sens de l'histoire. Ça, je n'ai jamais pu.
C'est peut-être... Enfin, écoutez, je retiens l'aveu. Alors, vous êtes prié de noter. Pierre Pélissier, votre nom sera transmis. Merci. Je crois qu'il est déjà transmis, je pense. Il y a déjà des choses qui sont faites. Alors, il y a un autre chapitre tout à fait intéressant, c'est celui où vous racontez les élus face à l'univers médiatique. Oui. Parce qu'il y a une espèce de folie de la médiatisation qui est en train de s'installer, ou qui s'est déjà installée d'ailleurs il y a longtemps. D'ailleurs, il faudrait que je complète ce chapitre avec la folie médiatique qui s'empare des médias. Ça serait assez drôle aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une folie médiatique chez les élus. On fait n'importe quoi pour se faire voir. J'ai cité le cas du mur de Berlin, où tout le monde se précipitait vers le mur de Berlin en espérant rencontrer des photographes, se faire photographier devant le mur, mais surtout ne rien dire, si on ne comprenait pas ce qu'il passe. Donc il ne fallait pas faire de déclarations qui pouvaient ensuite se retourner contre vous. On se précipitait en Roumanie à la première occasion, toujours pour se faire photographier. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui ont construit leur carrière uniquement sur la télévision. Je pense à quelques jeunes gens qui s'appellent Carignon, qui s'appellent Noir, qui s'appellent Léotard, qui n'ont aucune existence politique, qui sont des vides intellectuels complets. Ces gens-là n'existent que par la télévision, parce qu'ils sont toujours sous l'angle d'une caméra quand ils en voient une. C'est une campagne de relations publiques personnelles que vous êtes en train de faire là. Je sais pas, je vais peut-être me faire engager quelqu'un qui s'occupe comme ça de la promotion des hommes politiques. Si vous aviez envie de devenir l'attaché parlementaire de Carignon ou de Léotard, à mon avis, je crois qu'on n'y tient pas très longtemps. Je sais pas pourquoi, ça défile beaucoup dans ce milieu. Alors, alors, je vois un sous-titre de chapitre, enfin 2 sous-titres de chapitre. Ambition ou prétention. Oui. Est-ce que les hommes politiques sont ambitieux ou prétentieux, ou est-ce qu'ils ont des ambitions ou des prétentions? Écoutez, je pense qu'un homme qui fait une carrière quelle qu'elle soit, sans ambition, a intérêt à rester cordonnier dans son village. Je pense que l'ambition est un ressort normal et que le manque d'ambition est une chose assez effroyable. Mais entre l'ambition et la prétention, il y a une marge. Je sais pas parce que vous faites élire maire d'un petit village, ou même d'une grande ville sur les bords du Rhône, que l'on peut se croire capable d'être président de la République. Alors on passe de l'ambition à la prétention. Un mandat électoral ne vous donne pas accès au titre de présidentiable, c'est pas vrai. Puisque vous faites allusion à une grande ville des bords du Rhône, et que vous connaissez bien, je l'ai dit, longuement exploré le Marigot, comment pensez-vous que réagit intimement quelqu'un comme Michel Noir quand, après avoir été porté au pinacle par les médias pendant des années, après avoir été présenté comme l'homme du consensus, après avoir été présenté comme le petit gars de la Croix-Rousse qui emporte sa ville et qui emporte l'adhésion de toute sa ville, pratiquement même les communistes sont censés être noiristes à Lyon, se présente à des élections où il obtient 20% des inscrits, c'est-à-dire qu'il y a un Lyonnais sur 5 dans cette ville qui est la sienne, qui dit je me déplace pour voter pour lui. Alors, est-ce que vous croyez que ce genre de fessée est de nature à redresser ou à corriger les hommes politiques, ou est-ce qu'ils sont définitivement perdus? Je crois que nous sommes coupables. Quand je dis nous, c'est nous les journalistes. Je crois que nous sommes tombés dans des pièges, que nous avons pris au sérieux des gens qui ne le méritaient pas, et surtout la partie audiovisuelle de ce métier a transformé en vedette des gens qui n'en avaient pas la capacité intellectuelle ni politique. Je crois que nous sommes coupables, beaucoup plus qu'eux, en fait, tous nuls dans le cas présent, c'est nous. C'est nous. On a fabriqué des guignols. On a fabriqué des gens qui ne méritaient pas le nombre de politiques, et finalement, les électeurs qui sont des gens quand même sérieux, sur Lyon, 10 000 de moins se sont dérangés pour voter pour M. Noir. Et je pense que si nous étions très attentifs, j'avais été traîné à Lyon, je savais que ça se passerait comme ça, le mythe Noir à Lyon, il est déjà sérieusement émoussé depuis quelques mois. Mais alors, au fond, ce que vous dites, c'est que l'univers politico-médiatique est en train de s'effondrer sous son propre poids de nullité. Oui, vous croyez qu'on peut être très fiers de nous en ce moment Enfin, moi, j'ai pas trop honte, mais j'ai jamais trop honte, faut dire. Mais moi non plus, d'ailleurs, quand même. Le fait est que il y a de moins en moins de gens qui se déplacent pour voter. Oui. Puis, il faut bien dire une chose, les statistiques le montrent, il y a de moins en moins de gens qui se déplacent pour acheter les journaux. Oui. Et encore que les journaux soient peut-être moins coupables que certaines chaînes de télévision. Oui, mais là, il s'agit même pas d'information, clairement. Oui, on est tombé dans un piège médiatique, si je peux en dire un mot, qui est le piège CNN. C'est devenu de la folie complète. Ouais. Je ne vais pas faire de publicité pour une radio d'État qui fait de l'information en continu, mais qui a au moins le sérieux. France Info annonce, par exemple, 10h Tours, une explosion, on ne sait pas ce que c'est. 10h15, ils vous disent un autobus a percuté une bonbonne de gaz, et 10h30, ils vous disent il y a 3 blessés. La version CNN, c'est
explosion énorme à Tours, sans doute un avion est tombé sur la ville, 10h15. C'était pas un avion, c'était un autocar. 10h30, c'est il y a 200 morts, et 10h45, on s'est trompé, il y a 3 blessés. Et à 11h, on démarre. Et à 11h, c'était pas à Tours, c'était à Angoulême. Oui. Voilà, et on démarre sur CNN, parce que CNN est allumé dans toutes les rédactions, et ça devient une catastrophe nationale. Je crois qu'on peut prendre quand même l'exemple assez récent, puisqu'il remonte à hier soir, où Gérard Carrérou arrive sur TF1 pour dire, c'est-à-dire plus important que Dumas et plus officiel que Mitterrand, pour avoir interrompu son émission pour dire, voilà, Gérard Carrérou va nous dire quelque chose, et il vient annoncer au monde, et en même temps à l'ennemi supposé, que cette nuit, sans doute, mais en tout cas avant 72 heures, il sort de voir un haut personnage à l'Élysée, et que lui, Gérard Carrérou, vient nous dire sur TF1, cornaqué par Madame Michel Cotta, quand même, que cette nuit, mais en tout cas avant 72 heures, et je viens vous le dire. Et on arrête, et c'est reproduit ce matin dans les journaux, sans le recul le déclenchement de la guerre terrestre. Voilà. Oui, mais si ça avait été vrai, il aurait eu quelques morts sur la conscience en préparant l'adversaire. Non, mais ça risque d'être vrai. Oui, non, mais on est dans les 72 heures. On est dans les 72 heures et les combats terrestres ont quand même commencé. C'est un criminel. Alors, c'est pas par hasard l'homme qui lui a dit ça qui est le plus criminel. Vous ne croyez pas? Aussi peut-être. Là aussi, on tombe dans des pièges. Lui, un journaliste, je crois que c'est François Brignot d'ailleurs qui disait aux gens qu'il voyait ou à ses amis, il leur dit souvent, je suis journaliste. Alors ne me dites pas, je vous le dis, mais ne le répétez pas. Non. Voilà. En plus, le genre de confidence fait par le personnage auquel vous faites allusion, ça veut dire, je vous le dis pour que vous le répétiez sans dire que c'est moi qui vous l'ai dit. Absolument. Alors Pierre Pélissier, c'est un diagnostic extrêmement sévère que vous dressez, mais ce qui manque à votre livre, c'est le remède, parce qu'il n'y a pas de... Vous savez, moi je suis un observateur, je ne suis pas un homme politique. Mais quand même, au fond de vous, vous avez bien une idée de la méthode pour s'en sortir. Au fond, ce que vous démontrez dans le bouquin, c'est que on est maintenant dans l'état de collapsus général du système démocratique. Hein. Ça, je crois que les recettes clair. sont aux différents niveaux. Je pense que la première recette, c'est que les Français doivent réagir. C'est une sorte de consumérisme politique, en fait. Il ne faut plus accepter des impôts locaux complètement fous, comme certaines communes les pratiquent. Il faut les contester par tous les moyens. Il faut renoncer à cette loi électorale des conseils municipaux où, avec 49% des voix, on se retrouve avec 3 sièges, avec 51, on se retrouve avec 48 sièges. Ça ne colle pas du tout. Vous n'avez plus d'opposition. Vous n'avez plus un seul contre-pouvoir. C'est l'absence des contre-pouvoirs qui est là. Le seul contre-pouvoir n'ayant lui-même aucun contrôle, c'est le contre-pouvoir de la presse. Voilà. Et qui, en plus, est en train un petit peu de se discréditer. Alors, il y a peut-être une solution sur les élections, c'est que le bulletin blanc soit pris en compte comme bulletin exprimé. Ça ferait des choses étonnantes. Ça n'empêcherait pas des hommes politiques de se retrouver à l'Assemblée nationale élus, mais élus avec 18% des voix, ça fait quand même mal. Vous voyez un président de la République arriver à l'Élysée élu par 19% des Français? Ça, mais il resterait, il faut quand même rappeler qu'on est en République et que la République française a été instaurée avec moins de 20% de votants. Et qu'elle dure depuis 200 ans. Oui. Mais le régime n'est pas... Moi, je défends quand même le régime. Je dis que le régime n'est pas mal foutu. Je dis pas que la Constitution est mauvaise. Je trouve même qu'elle fonctionne relativement bien, qu'elle a passé des étapes comme la cohabitation sans trop de dégâts. Je dis qu'on s'en sert mal, que c'est aux hommes politiques de se réformer, aux Français d'être exigeants, et puis de rétablir le contre-pouvoir partout. Au fond, il y a peut-être une solution qui est l'attitude consumériste. Et je me demande si, par certains côtés, Le Pen et le Front ne représentent pas une espèce de... Comment s'appelait ce super consumériste américain qui a foutu en l'air pendant un moment le système de la consommation, qui a obligé les producteurs... Ralph Nader. Vous savez, à l'origine, remontons les choses. Moi, quand j'ai connu Jean-Marie Le Pen, je l'ai connu en 1956, en janvier 56. C'était quand même un mouvement, non pas de consommateurs, mais de contribuables qui avait failli balayer la 4e. Dont un auditeur nous rappelle, à propos de logements somptueux et somptuaires dont vous parliez tout à l'heure, que Poujade avait acheté un hôtel, qui était l'hôtel du Globe, pour loger les députés. Et cet auditeur ajoute, pour les contrôler. Je voudrais des solutions, soyons surtout pratique et lucide. On peut s'en sortir. Je voudrais... C'est vrai qu'il y a un autre système, excusez-moi, parce que Antoine Pinet a été interviewé récemment et il a bien dit qu'en 1937, quand il était député, ils avaient juste une indemnité pour s'alimenter, et ça n'allait pas au-delà, et plus ça va, plus ça devient un train de vie de satrape. C'est étonnant que je retrouve des idées de Pinet dans ce que j'ai un peu développé. Je voudrais confirmer ce qu'a dit Monsieur Pélissier sur l'anomalie que représente ce système électoral dans les communes. J'avais une liste Front National, une liste RPR et une liste divers.
dont beaucoup de gens de gauche. Eh bien, le RPR et notre liste, nous nous entendions très bien, nous étions prêts à faire une alliance, mais la troisième liste a eu la majorité de 3 voix. Ce qui fait qu'ils ont 3/4 des sièges, et nos 2 listes, qui sont au-dessus, qui ont plus de voix, ont le reste de sièges, quoi. Se partagent les 25%. Ça, c'est une loi qui est à revoir complètement. Totalement aberrant, c'est un système aberrant, à tel point. Et puis alors, le fait que les hommes politiques triturent le scrutin électoral à chaque fois qu'il y a une nouvelle majorité, moi j'estime que ça devrait être dans la Constitution, une fois pour toutes, par référendum, et qu'on n'y touche plus, que la règle du jeu soit établie. Bien sûr. Et qu'on joue avec la règle du jeu établie d'une manière définitive. Alors voilà, on a parlé d'un livre qui s'appelle Tous nuls, portrait craché de la classe politique de Pierre Pélissier, qui est un livre à lire parce que c'est roboratif, c'est un peu, ça dégage, ça décoiffe, et ça apprend beaucoup de choses. Alors, sur les principes, et puis également sur il y a certaines anecdotes qui sont quand même pas piquées des hannetons, il y a des personnages qui sont pour le moins pittoresques. Merci Pierre Pélissier. Vous êtes toujours vous êtes toujours employé dans cet excellent toujours journaliste quotidien au Figaro. Au Figaro, c'est ça. Eh bien, écoutez, ça prouve au moins que, en plus d'un certain talent de plume, qui n'est pas négligeable, vous avez un sacré courage, parce que travailler au Figaro, écrire un bouquin comme ça, vous êtes toujours. Alors, ça prouve que finalement, ils sont vraiment libéraux au Figaro. Merci, Pierre. Merci. Maintenant, on va changer à la fois d'époque, d'univers, et puis on va même prendre un peu d'air, si j'ose dire, parce que on va sortir du Marigot pour aller dans le désert. Merci Geneviève Chauvel d'être venue ce soir pour parler de votre fort beau livre, qui est consacré à un superbe personnage, Saladin. Alors, Saladin, on sait qui c'est, mais en réalité, on ne sait pas tellement qui c'est. Non, il est très mal connu en Occident. Il est très mal connu. Alors, il y a tellement peu de choses écrites sur lui. Je voudrais lire Saladin, mais... Je voudrais lire deux choses qui sont les phrases que vous mettez en exergue de votre livre. Il y a d'abord une très très jolie phrase, mais qui appartient à votre jardin secret, donc je ne vous demanderai pas de l'expliquer. Mais c'est l'envoi à Laurent qui m'a fait l'honneur de me choisir pour mère. Je trouve ça très joli. Oui, c'est mon fils. C'est assez logique. Oui, et parce que je pense que... je crois que l'esprit choisit le milieu dans lequel il vient sur Terre. Il choisit sa famille. Donc mon fils m'a choisi et je l'en remercie. Il a une bonne idée en tout cas. Et puis alors il y a les 2 exergues, c'est quand le cheval se fait rare, il pose leur selle sur des souris, proverbe bédouin. Je crois que ça pourrait s'adapter aussi au livre de Monsieur Pélissier. Oui, probablement. Ça accompagne très bien. Et il vous l'avait promis, il s'est hâté de vous en rendre maître, il a détourné de vous le fer de vos ennemis, afin de donner aux infidèles un signe de sa protection et de vous affermir dans la vraie foi. La vraie foi, c'est un verset du Coran. Oui, c'est la sourate de la victoire. Alors je disais qu'on connaît Saladin sans le connaître, et vous-même, vous ne cachez pas cette vérité, cette situation, puisque la première phrase de la préface que vous écrivez en ouverture du livre, c'est « Lorsqu'enfant j'ai appris l'histoire des croisades, le nom de Saladin était pour moi synonyme de terrorisme, de tyrannie et de fanatisme. » Alors vous avez découvert par la suite que c'était pas exactement ça, mais c'est vrai qu'on a été élevé dans une imagerie au sein de laquelle Saladin apparaissait comme une espèce d'effroyable... oui, c'est l'homme contre lequel l'Occident, tous les croisés ont mobilisé, c'est l'homme qui taillait les croisés en morceaux et donc en pièces, je veux dire, et c'était l'homme qui avait repris le Saint-Sépulcre à Jérusalem, et donc c'est lui contre qui il fallait se battre. En plus, donc c'est pour cela que dans tous nos livres d'histoire, si vous voulez, il y a toute une vérité qui a été complètement occultée. On raconte que les croisés étaient des gens très très bien, qui sont partis en Terre Sainte pour délivrer le tombeau du Christ, tous derrière Godefroy de Bouillon. Alors, ils sont tous partis comme ça en masse, des colonnes immenses, à travers les terres. Mais ce qu'on nous raconte avec moins de détails, c'est que sur tout le long du chemin, ils ont massacré beaucoup de gens, et en particulier les Juifs, puisque c'était eux qui étaient responsables d'avoir tué le Jésus-Christ. Et puis, après ça, quand ils sont arrivés en Syrie,
tout ce Proche-Orient, tout cet Orient, si vous voulez, qui est lointain, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les richesses de tous les Arabes, leurs forteresses, leurs châteaux forts, leurs esclaves, leurs coffres-forts pleins de pierreries, et leurs robes de soie, et tout ça, et ils se sont, comme ils avaient tout abandonné en Occident, ils se sont dit, ben voilà, on va refaire fortune ici. Alors ils ont commencé à s'implanter, à prendre les terres, à se battre contre les musulmans pour prendre leurs terres et leurs châteaux. Et il a fallu quand même le subterfuge de Godefroy de Bouillon pour tout d'un coup, pour les rappeler à l'ordre et les réexciter, si vous voulez, sur le tombeau de Jésus-Christ, Jérusalem, en sortant de terre la lance qui avait percé le cœur du Christ et le bois de la vraie croix et des tas de choses comme ça. Et donc en 1099, quand même, ils ont pris Jérusalem et ils ont massacré 100 000 musulmans. Et ils ont installé donc le royaume franc de Syrie avec le royaume de Jérusalem. Le 14 juillet, je crois d'ailleurs. Ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont pris la ville le 14 juillet. Ils n'ont peut-être pas fait exprès. Hein. Non, non. Ouais, non ça... Et puis, alors donc, beaucoup plus tard, si vous voulez, après... Pardonnez-moi de vous interrompre, mais... Alors, ce Saladin, si vous voulez... Il y a un livre qui montre ça, enfin, qui l'exprime d'une façon passionnante, c'est le livre d'Amin Malouf, qui s'appelle « Les croisades vues par les Arabes ». Oui. Alors ça, c'était déjà une chose... bien le regard. Oui, alors ça, c'est une chose que j'avais lue. Puis, il y a une chose aussi, c'est que, bon, j'ai été journaliste pendant des années, avec un de vos confrères que vous connaissiez, Jean-François Chauvel. Donc, il était mon mari... Et je l'ai suivi partout, et en particulier, comme il était très spécialisé dans les pays du Proche-Orient et l'Afrique, donc particulièrement Proche-Orient, depuis 1967, la guerre des 6 jours, j'étais avec lui. Et comme il écrivait, donc moi je le complétais en faisant des photos. Et pour faire des photos, il faut être en première ligne tout le temps, pour bien prendre l'image. Alors j'ai comme ça parcouru tout le Proche-Orient pendant des années, depuis 67, et tous ces pays, toujours, il y avait cette référence à Saladin. En plus, bon, au Caire, vous avez une citadelle construite par Saladin. Vous avez en Jordanie, vous avez des châteaux forts des croisés, bien sûr, et il y a aussi des châteaux forts construits pour Saladin. À Damas, vous avez le mausolée où il a été enterré. En Irak, vous avez la ville où il est né, une forteresse, il y a encore des restes de cette forteresse au bord du Tigre, à Takrit, à 50 km de Bagdad. Et donc partout, si vous voulez, il y a toujours cette référence, et je me disais, mais qui est ce Saladin dont les Arabes parlent avec tant d'admiration, tant de respect, tant d'espèces de rêve, vous voyez, dans les yeux. Et alors, dernièrement, il y a 3 ans, exactement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Saladin? Parce que ce nom m'est revenu, comme ça, je faisais un voyage en Jordanie, pour ne pas nommer le pays, et puis Saladin, les châteaux croisés, puis je sentais ces mouvements, enfin cet islam qui me bougeait, l'intégrisme, tout ça, je me dis on va avoir des problèmes avec l'islam, on le connaît mal, au fond, qu'est-ce que cette histoire arabe, la culture arabe, nous la connaissons vraiment très mal en Occident, à part quelques orientalistes. Et quand j'ai cherché ce qu'on avait pu écrire sur Saladin, j'ai trouvé vraiment très peu de choses. Oui, c'est surprenant dans la bibliographie que vous publiez, il y a vraiment très peu de livres. Il y a 4 biographies de Saladin, 4. Une au XVIIIe siècle en français, une au XIXe en anglais, et 2 autres au XXe siècle, une en français et une autre en anglais, faite par, enfin c'est pas une biographie vraiment, c'est une étude sur Saladin, c'est une compilation faite par des universitaires, qui est d'ailleurs très bien, c'est une masse d'informations fantastique, mais pas du tout un livre à lire pour le grand public, absolument indigeste. Alors, ayant trouvé cela, c'était pauvre, je suis partie dans les auteurs, les chroniqueurs arabes, et donc bien sûr j'ai lu le livre de Amin Malouf, et j'ai retrouvé tous les auteurs de base. Vous savez, c'était les journalistes de l'époque, aussi bien les Arabes que les Occidentaux, Guillaume de Tyr, Ernoult, Ambroise, et puis de l'autre côté, tous les chroniqueurs arabes. Et les biographes contemporains de Saladin. Et j'ai retrouvé aussi, une partie de la correspondance de Saladin, des textes inédits, que vraiment les Occidentaux connaissent pas du tout. Et puis, vous parlez arabe, vous lisez l'arabe? Non, je ne parle pas l'arabe, mais je me suis fait assister. D'abord, je dois dire qu'à la Bibliothèque nationale, nous avons un fonds des croisades qui est absolument remarquable, avec des textes, vraiment, tous les textes sont dans la langue authentique, la version originale, et des traductions, de très bonnes traductions faites par des orientalistes vraiment chevronnés. Et puis, je suis allée aussi, je suis retournée en Jordanie, je suis allée aussi en Irak, en Syrie, et je suis allée dans les différentes universités voir des historiens arabes de nos jours, et spécialistes du Moyen-Âge et des croisades. Et il en existe quelques-uns. Alors j'ai pu confronter avec ces gens,
et comprendre, si vous voulez, la mentalité de ce Saladin, ce qu'il représente pour les Arabes d'aujourd'hui, le rêve de Saladin, le symbole de Saladin, le syndrome de Saladin. Il y a beaucoup de choses dont on pourra parler. Ça, on peut le découvrir, on peut le sentir à travers l'interview que vous publiez en ouverture de votre livre. Voilà, si j'ai demandé au roi Hussein de Jordanie de me donner cette interview, c'est parce que justement je voulais montrer que le Saladin n'est pas un héros mythique. Vous voyez, c'est pas une espèce de Aladdin et la lampe merveilleuse. C'est pas une chose, c'est pas un héros imaginaire de l'histoire des Mille et Une Nuits. C'est un homme qui a existé, qui a été une sorte de Charlemagne. C'est l'homme qui a réalisé, le seul dans l'histoire arabe qui a réalisé l'unité arabe, cette unité qui est une espèce de rêve, une sorte de rêve impossible. Et depuis la mort de Saladin, ne s'est jamais plus réalisé. Et tous les chefs d'État arabes, depuis Saladin, ont rêvé d'être Saladin. Il est le modèle des chefs d'État arabes, le gouverneur juste, le modèle de gouverneur juste, et le modèle parce qu'il est symbole de tolérance, de religion, de générosité, symbole, c'est le symbole de l'unité, symbole de gloire, puisqu'il a repris Jérusalem, la mosquée sainte, et qu'il a chassé les croisés de Palestine. C'est en même temps, si vous voulez, un symbole de résistance à l'agresseur étranger, et résistance à l'envahisseur étranger. Et donc, j'ai voulu avoir cette interview du roi Hussein pour qu'il m'explique tout cela. Il l'a expliqué très clairement. Et alors, en plus, si vous voulez, il m'a donné cette interview en pleine crise du Golfe. C'était au mois d'octobre. Et quand je l'ai vu à ce moment-là, donc, on a parlé de cette unité arabe que Saladin avait réalisée en criant « Djihad, guerre sainte, 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 guerre sainte. »